viendra un Dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Elle viendra des bois, la reine éternelle, semant les forêts derrière elle. La saison de la guerre vient avec elle. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Il viendra un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis le serviront à jamais. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Le panthéon fera face à l'éternité. Elle viendra, un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Il viendra un Dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Elle viendra des bois, la reine éternelle, semant les forêts derrière elle. La saison de la guerre vient avec elle. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Il viendra un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis le serviront à jamais. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Le panthéon fera face à l'éternité. Elle viendra, un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Il viendra un Dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Ô Asir, ô Giran no Shaish. Au royaume mortel,
Salut tout le monde. J'avais pas activé mon micro, du coup je parlais dans le vide. Comment ça va? Salut Michel et Chat. Comment ça va? Écoute, je peux être là pour voir un live. Ah bah voilà, tu y es, bienvenue dans cette tier list sur Aqshy, le royaume du feu. On va du coup parler plus en détail de ce royaume, principalement de la région du Vastarid qu'on connaît le plus, mais on va aussi parler des sous-royaumes et d'autres particularités d'Aqshy. Salut Xavier Cernils. Salut le livre de Grimnir. Hello de Londres, Elrith. Je fais une visite de la ville et de boutiques de JDR qui vendent du Soulbarn. Ah oui, tu dois pouvoir trouver les copies physiques du jeu de rôle. Mais oui, Soulbarn qui est un très bon jeu de rôle. J'aimerais en faire plus à l'avenir sur la chaîne d'ailleurs. D'ailleurs, le jeu de rôle Soulbarn a grandement détaillé justement Aqshy. Ça c'est l'ancienne map d'Aqshy, ça c'est la nouvelle du Vastarid en tout cas. Et il a grandement détaillé cette région justement. On va pas mal en parler. Avant de commencer, petite annonce pour le prochain live, du coup ce sera la semaine prochaine, mercredi prochain. On va faire le live où on va écouter toutes les musiques qui ont été faites pour le concours de musique sono où les participants auront une chance de gagner une Spired, la Spired de leur choix. D'ailleurs, les participations finissent ce dimanche 16 qui vient. Donc si jamais vous voulez tenter votre chance, il y a juste pour l'instant on a une vingtaine de participants, donc une chance sur 20 honnêtement pour une Spired, c'est pas mal. Hein. Pour les concours, quand c'est des concours de Game Workshop, les concours par email où il faut laisser son mail, des fois vous avez une chance sur des dizaines, des milliers, voire des centaines de milliers. Là une chance sur 20 c'est pas mal, donc si vous voulez tenter votre chance, les détails du concours sont à la fin de la vidéo sur les Las Vegas Open, où on parle notamment du Prince Vardrai. C'est une des dernières vidéos, donc si vous voulez voir, allez voir là-bas et vous verrez un peu les détails du concours. Donc mercredi prochain, on va écouter toutes ces musiques. Vous allez voir, il y a tous les sticks de musique possibles. Ça va être, on va bien se taper des barres. Ça va être sympa. Et sinon, le live après celui-là, ce sera un live tier list aussi. On reprend un peu les tier list où on parlera des héros potentiels qui pourraient avoir leur figurine, qui n'ont pas encore leur figurine et qui ont été mentionnés dans le lore, soit dans des livres de bataille, soit dans des romans, etc. et qui pourraient être des bons candidats pour avoir une figurine. Donc pour l'occasion, si vous avez des questions sur certains de ces héros ou si vous voulez proposer des héros, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la rediffusion sur YouTube de ce live. Et je les ajouterai à la tier list. Tiens d'ailleurs, comme ça on voit mieux. Ça sera pas mal. Salut Aurelius. Salut Lucas. T'as rien arrêté pour l'instant, on va bientôt commencer. Il y a les musiques. Salut Trigen. J'espère que tout le monde va bien, on va pouvoir bientôt commencer. Donc voilà donc les deux annonces que je voulais faire. La semaine prochaine, live musique. Et le prochain, ce sera les héros qui n'ont pas encore de figurines. Ça serait sympathique aussi. Et potentiellement aussi, c'est vrai qu'il y a une autre annonce, mais je ferai un post parce que on sait jamais. Dimanche prochain, dimanche matin, le dimanche qui vient, potentiellement, je serai en live avec un autre créateur de contenu. Donc j'attends de voir si tout est bon, mais peut-être qu'il y aura un live un peu spécial dimanche prochain. Je vous tiendrai au courant, que ce soit sur Discord ou sur l'onglet communauté de la chaîne. Donc vous inquiétez pas, restez à l'affût et on verra. Nous verrons à ce moment-là. Du coup, Aqshy, le royaume du feu. Alors, comme on l'a un peu mentionné dans la tier list sur les royaumes, on en a un peu parlé la semaine dernière quand on a fait la tier list sur tous les royaumes. On a présenté les royaumes de manière générale. Là, on va aller un peu plus en profondeur dans les régions, les peuples aqshiens, etc.
Aqshy, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un vaste royaume, plus ou moins plat, pas vraiment, mais c'est schématisé comme ça, extrêmement vaste comme les autres royaumes, et qui a différentes morceaux de terre un peu répartis à l'intérieur de sa sphère d'existence dont on avait parlé dans le live des tier lists sur les royaumes. Il a aussi certains sous-royaumes, c'est-à-dire des morceaux flottants qui vont être séparés de la masse de terre principale, on va dire, où se trouve justement le Vastaride dont on va parler. Particularité aussi d'Aqshy, c'est qu'il a 2 soleils. Je répète souvent, mais au cas où il y a des gens qui connaissent pas trop, c'est que Ish, le royaume de la lumière, agit comme soleil pour tous les autres royaumes, mais Aqshy a aussi un 2e soleil, un soleil vivant d'ailleurs, un dieu animal, une déesse animale même, qui s'appelle Ignax, la dragonne solaire. Et qui agit un peu comme 2e soleil, ce qui fait qu'il ne fait jamais complètement nuit à Aqshy. Soit vous avez 2 soleils, soit vous avez un soleil, il n'y a pas moins. C'est tout. Il fait chaud quoi. Il fait chaud à Aqshy. Aqshy, le royaume qui ferait passer le goulag pour une colonie de vacances. Bon, pas trop le rapport, mais c'est un royaume où il est dur de vivre, clairement comparé aux autres. Justement, on compare justement la vivabilité des royaumes dans le dernier live qu'on a fait, du coup la tier list sur les royaumes. Et Aqshy, il est au bas de la tier list en termes de vivabilité quoi. Salut Elrit, tu trouves pas que AOS est trop tourné autour de ses héros nommés façon Avenger et cela laisse peu de place pour la création de ses propres héros? Pas nécessairement, je trouve. J'avoue, je sais pas trop ce qui bloque de ce côté-là, parce que les royaumes sont très très vastes. Il y a tellement de fronts différents. Il y a la place pour créer un peu ses propres narratives, avec des parties Past to Glory ou avec le JDR Soulbound. Pour moi, non, au contraire, parce qu'il y a ça va être souvent comparé à l'ancien monde, à Battle, et je dirais qu'à ce niveau-là, la vraie grande différence, parce qu'il y a des gens qui vont proclamer ouais, Medieval Fantastic, High Fantasy, pour moi c'est pas le cas, parce que ce soit Battle ou AOS, les 2 époques contiennent différents sous-genres de fantasy. Ce qui va vraiment les différencier, c'est que Battle est un monde contenu qui est bien établi, on connaît bien tous les endroits, et AOS par contre le setting est ouvert, et c'est justement ce côté ouvert qui permet beaucoup de liberté justement. Donc non, au contraire, je pense qu'il y a largement la place justement. C'est Tatooine. C'est pas que désertique, mais fait chaud, ouais. Ah oui, avec les 2 soleils, je suis bête. Bah oui, du coup c'est un peu Tatooine de ce côté-là. Les conditions de vie sont juste impossibles, et allez regarder le live précédent, il est bien. Ah bah oui, Lucas a tout à fait raison, le live précédent il est très bien. Salut Steven, comment vas-tu? Ça va bien, et toi en tout cas? Et toi, comment ça va? C'est normal que les héros créés par Game Workshop aient la priorité dans la narration. Oui, il y a un peu de ça. Même si je pense, on parlera plus en détail de ça probablement dans le live sur la tier list des héros qui pourraient avoir leur figurine. Mais des fois, ce que fait Game Workshop, il sort un héros qui a encore très peu d'histoire, et on doit bien souvent attendre un certain temps jusqu'à ce qu'ils aient des livres et qu'ils puissent les développer un peu. C'est notamment le cas avec Talia Vedra. Elle est sortie durant les croisades d'Eofor, on savait très peu de choses sur elle, et ensuite il y a un livre qui est sorti, et là ça l'a un peu mieux développé. D'ailleurs je l'ai lu, il est vraiment pas mal. Mais comme il est assez récent, je vais attendre un peu avant de le spoiler, on va dire. Laisser le temps aux gens d'essayer de l'écouter, et peut-être qu'il sera traduit, qui sait, dans le futur. Mais oui, pour moi, ce que je trouve qui serait mieux, c'est au contraire de sortir les livres avant,
qui nous présente un peu ces héros et qu'ensuite ils sortent en figurine. Parce qu'au moins là il y aurait un peu il y aurait une base quoi. Mais je suis peut-être un peu ça c'est peut-être un peu mon côté c'est peut-être parce que j'aime le lore. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde, mais au moins il y aurait plus de discussion autour en somme, c'est ça que je pense. Elle nous empêche pour autant de créer notre propre histoire avec des héros créés. Les héros mortels sont assez vastes pour le point. Oui, c'est ça justement. Super, merci. Faire un bouquin sur un perso pour en vendre des figues, la bonne strat. Oui, c'est ça. Bah, c'est pour ça que c'est la raison de l'existence de la Black Library. On va pas se mentir. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de Warhammer, c'est justement qu'il y a cette représentation physique qu'on peut avoir du personnage. Ça crée un plus grand attachement parfois, je trouve. On n'a pas énormément de traduction de livres en français. On a quand même plusieurs dizaines de livres en français. Après, ils sont plus facilement trouvables. Genre par exemple, quand je vais à un Game Workshop, je vais dans la section où il y a les livres. C'est blindé livre 40K et il y a peut-être des fois 1 ou 2, 3 livres d'AOS en français. Je suis un peu là en mode, mais ils sont où les autres? Vous en avez fait quoi? Parce que moi j'en ai plusieurs dizaines de livres d'AOS en français. Il y en a plein. Mais ils sont pas facilement trouvables quoi maintenant. C'est bizarre. Même au niveau figurine, beaucoup de seigneurs spéciaux et au final, c'est peu de seigneurs génériques. Oh, quand même, il y en a beaucoup. Hein. Je sais pas Non, il y a quand même... Dans la plupart des armées, il y a plus de profils de héros génériques que de héros nommés. Hein. Clairement. Ça va dépendre des factions. Genre, les pyrotueurs, il y a quasiment aucun perso nommé, donc ils sont tous génériques. Les Sylvanesses, il y a peut-être beaucoup de persos nommés, je suis d'accord. Les Stormcast, alors eux par contre, il y a je sais pas combien de Knights et de Lords différents. Donc là, pour le coup, il y en a plein. Ça va dépendre des factions. Je dirais que ça dépendra... C'est quoi ta faction à toi, gros galop? Manque un héros légendaire Snortling. Bonsoir Night Dust, comment vas-tu? Ah ouais, c'est moins mis en avant car moins aimé par les joueurs. Par rapport à quoi? Bon, on va commencer. Alors, du coup, tout d'abord, avant de parler des régions d'Akshi, il me semble important de parler des peuples akshiens. Les cultures, beaucoup de cultures akshiennes vont être affectées un peu par la nature du royaume. Ils vont avoir tendance à être affectés par ça, par la nature un peu impulsive du royaume. Et beaucoup de cultures vont avoir un peu cette philosophie de vivre l'instant présent, de poursuivre ses passions avec ardeur. Et il ne va pas y avoir de honte ou de peur de se laisser consumer par ses passions, justement. C'est un peu le dicton de une étoile qui vit deux fois plus fort, vit 2 fois moins longtemps. C'est un peu ça. Et du coup, ces cultures, alors c'est un côté général. C'est pas obligatoire que tous les individus d'une culture akshienne vont être forcément comme ça. Mais de manière générale, ça va être une tendance. Les habitants vont tendance à avoir à être agressifs, compétitifs, passionnés. Ils vont aussi, et ça va aussi faire qu'ils sont assez courageux. Ils vont pas avoir d'instinct de préservation. Et vraiment tout ça, ça va être ancré dans les cultures dont on va justement parler maintenant. Skaven, Séraphon et Caradon. Bon, y a de quoi en termes de profil générique dans toutes ces factions. Je trouve ça va, hein, y a de la place. Pour livre trouvable en boutique officielle. Bah, ah oui. Oui, au final, les commerçants, ils suivent la demande. C'est purement business à ce point-là, effectivement.
Mais si AOS était plus partagé, je pense qu'il deviendrait plus un peu connu en surface, un peu plus comment on dit, quoi le mot que je cherche, vulgarisé, et comme l'est un peu 40K. Par exemple, si je prends un contre-exemple de 40K, beaucoup de gens savent qui est l'empereur, ils savent Exterminatus, hérésie, c'est beaucoup de mèmes de surface, mais bien souvent 90% des gens qui connaissent 40K vont connaître que sa surface. Ils vont pas forcément connaître l'intérieur du lore. Et pour moi en fait c'est un peu ça, c'est AOS, il faudrait qu'on commence un peu à partager ces petits trucs de surface d'AOS qui le rendent un peu unique, pour le rendre un peu plus facilement, pour que les gens puissent plus facilement s'engager avec, quoi. J'ai l'impression que c'est surtout ça qui permet à 40K d'être un peu plus connu. Enfin, beaucoup plus connu, même si on veut jouer sur les mots. Par contre, une Rix peut virer l'émulation. Mainstream, oui aussi, c'est vrai. Slanesh a une influence sur Aqshy par rapport à la passion, tout ça. Je dirais qu'un peu Khorne va avoir une influence sur Aqshy. Slanesh, oui, en partie, mais Slanesh est enfermé dans la prison d'Ulgish depuis le début de l'âge des mythes. Donc même si il ne peut pas directement agir, effectivement, ça puise un peu dans son domaine. Nurgle et Tzeentch, sous certains aspects dont on va parler justement, ils vont être un peu renforcés, surtout Tzeentch. Mais on va voir ça justement. Krieg et les pelles, oui voilà, tout ce genre de trucs qui sont un peu une inside jokes qui est un peu répétée à l'infini, quoi. Et que tout le monde a vu 100 fois, quoi. Hop. Mais allons-y. Donc, nous avons un peu parlé de la nature des Aqshiens. Et on va commencer, par la première région qui va être intéressante d'aborder, Aspiria. Je dirais même l'une des régions les plus intéressantes d'Aqshy, de par son histoire. Alors, le truc avec Aspiria, c'est qu'avant de parler de la région en elle-même et de son peuple, il faut parler d'une autre culture auquel elle est très liée et qui n'est aujourd'hui plus là à Aqshy, mais qui est bien plus ancienne et qui a grandement affecté le royaume du feu. Je parle des Agloraxiens, de l'empire Agloraxien. C'était vraiment un empire de mortels qui s'est élevé au plus proche de la divinité. Faut imaginer un empire entièrement composé majoritairement de mages et qui ont développé une sorte de technomagie à l'extrême sur plusieurs siècles. Ils ont créé toutes sortes de technologies. Par exemple, là on voit c'est ce qui s'appelle les prismaticons. C'est littéralement des armes de destruction massive, des genres de tours qui pouvaient envoyer des rayons qui pouvaient littéralement effacer, atomiser des régions entières. Ils avaient aussi créé ce qu'on appelle les Titanworks, des colosses mécaniques de la taille de montagne. Là, on peut voir un peu dans l'ombre. Qui ont créé justement ce qu'on appelle les citadelles agloraxiennes. C'est des cités immenses flottantes qui permettaient aux Agloraxiens de dominer tout Aqshy depuis le ciel. Genre, leur cité pouvait bouger dans le ciel d'Aqshy et ils dominaient vraiment toutes les cultures d'Aqshy. Je dirais même qu'en l'absence de Grimnir, justement, dans l'âge des mythes, Grimnir a affronté Vulcatrix. Grimnir était un peu le dieu du panthéon de l'ordre qui était un peu
celui qu'on pourrait penser comme responsable du royaume du feu, là où Sigmar est responsable d'Azir, Alarielle de Giran, le royaume de la vie, etc. Grimnir, c'était un peu, Aqshy, c'était un peu son royaume. C'était, on va dire, à lui qui était confié le royaume du feu, quoi. Le truc, c'est qu'il est mort très tôt. Au tout début de l'âge des mythes, il est mort face à Vulcatrix et ça a permis la vie dans le royaume du feu. Et après lui, en fait, personne n'a jamais vraiment pris la responsabilité de gérer le royaume du feu. Et les Agloraxiens sont probablement ceux qui a été le plus proche d'une entité quasiment divine et qui avait un contrôle total sur le royaume. C'était vraiment les Agloraxiens en tant qu'empire, en tant qu'entité, si on prend vraiment l'empire dans son ensemble, c'était eux les dieux d'Aqshy. Et alors que c'était des mortels. Le truc, c'est que bon, voilà, je suis en train d'encenser les Agloraxiens. Je vous ai donné un peu les côtés les plus jolis, mais il y a un revers, il y a une face sombre de la pièce. Il y a un revers de la médaille. C'est que ils étaient très élitistes. Pour ne pas dire légèrement raciste, entre guillemets, on va dire très raciste, parce que pour eux, en fait, seuls les mages avaient une quelconque valeur. Les moldus, les barbares, etc., c'était moins que rien. Ça valait même pas le coup à être des esclaves. À un tel point que cette civilisation ultra avancée, il y avait cette civilisation ultra avancée dans l'âge des mythes, et il y avait énormément de cultures barbares à travers Aqshy qui ne sont jamais passées au-delà de la technologie du pagne et d'une lame rouillée, quoi. Ils n'ont jamais essayé d'élever les autres mortels d'Aqshy. Ils n'ont jamais eu rien à carrer. Pour eux, c'était juste des gens tout bonnement destinés à leur apporter des tribus, sinon bye bye. On vaut mieux que votre région, vous servez à rien, quoi. Donc tous les seigneurs étaient un peu obligés de leur apporter un tribut, d'apporter toutes les richesses qu'ils pouvaient, toutes les ressources qu'ils pouvaient, pour contribuer un peu à la machine, à l'industrie de l'Empire agloraxien. Donc il y a ce côté-là où les moldus, ça ne vaut rien. Et aussi, dans l'ombre, ça c'était un peu moins officiel, mais ils faisaient toutes sortes d'expérimentations. On a trouvé dans les ruines agloraxiennes, dans les profondeurs des ruines agloraxiennes, toutes sortes de choses qui indiquaient qu'il y avait des expériences vraiment pas claires qu'ils faisaient dans l'ombre et qui leur ont probablement permis d'avancer aussi loin en termes de technologie et de magie. À un tel point d'ailleurs que maintenant, aujourd'hui, à l'âge de Sigmar, beaucoup de serviteurs de Tzeentch, justement, cherchent ces ruines agloraxiennes parce qu'il y a des secrets à l'intérieur que même eux ne connaissaient pas. Ils ont trouvé des trucs que même les serviteurs de Tzeentch n'avaient pas trouvé. C'est le niveau des gars, quand même. Et aussi d'ailleurs, entre autres, genre pour vous donner une idée d'une des expérimentations, c'est par exemple, certaines de leurs machines avaient genre différents caissons qui étaient là un peu pour servir de source d'énergie pour leurs machines extrêmement avancées, extrêmement puissantes. Et ces caissons, en fait, c'était pas genre des piles remplies de pierres de royaume. C'était des genres de cercueils technologiques où ils plaçaient les mages les moins talentueux. Genre si vous étiez qu'un mage qui avait genre un faible potentiel dans l'arcane, vous saviez à peine lancer un sort, bah ok, bah tu vas servir de pile, tu vas servir de conduit arcanique parce que bah tu sers à rien, quoi. Donc voilà, donc si même les mages moyens à leurs yeux ne valaient que des piles Duracell, voilà, je vous laisse une idée de ce que valaient des moldus en pagne, quoi. Ils en avaient rien à carrer. Et c'est là, justement, que vont entrer en scène
les Aspiriens. Les Aspiriens qui sont en fait à la base une branche de l'Empire agloraxien qui s'est dit ouais non les Moldus c'est des personnes aussi. Non si je vous assure c'est des personnes. Ils parlent et tout, ils pensent comme nous. Et bon voilà, les agloraxiens eux ils disaient oui bien sûr si vous voulez. Oui. Ils s'en foutaient un peu. L'arc Domini notamment c'est un peu la caste l'élite de l'Empire agloraxien qui s'appelait l'Arc Domini. Et en fait, du coup, cette branche qui ont voulu, qui ne partageaient pas un peu les valeurs de l'Empire, ont décidé de quitter l'Empire agloraxien et d'aller s'établir en Aspirie, et ils sont devenus les Aspiriens. Donc les Aspiriens, ce sont eux aussi un peuple extrêmement doué dans la magie, loin d'être aussi avancé technologiquement et en termes de connaissances que l'Empire agloraxien, même s'ils ont quand même gardé quelques petits trucs de l'Empire agloraxien, mais ils ont perdu une grande partie des connaissances qu'avait l'Empire. Et ils sont plus égalitaires par rapport aux droits de leurs citoyens. Alors les Bages, c'est pas la race supérieure, c'est des citoyens à peu près au même titre que n'importe qui. Donc c'est un peu ça. Alors la science et la technologie était bien vue comme de la magie jadis, les machines à vapeur datées du 1er siècle, ça. Réunir petit bonhomme parti trop tôt, c'est ça. C'est un empire d'universitaires intellectuels. Oui, un peu ça. C'était aussi des sujets d'expérimentation tellement ils considéraient qu'ils valaient rien en termes de vie. Ah ouais c'est ça. Et ben quand t'arrives à découvrir des trucs comme ça, même les dieux du chaos n'a pas trouvé, c'est que t'es big. Aspirien, c'est les bobos d'Akshi. Bah il y a un peu de ça. Mais voilà, donc les Aspiriens ont fini par se détacher de l'Empire agloraxien. Et très peu de temps après, en fait, ça fait un peu penser on parlera de ça plus tard. Mais ils se sont détachés de l'Empire agloraxien. Et très peu de temps après, au moment un peu à l'apogée de l'Empire agloraxien, alors qu'ils contrôlaient totalement le Vastaride et les régions autour, ils ont soudain décidé de se retirer de tous leurs avant-postes, tous, et ils sont tous repartis, tous les citoyens de l'Empire agloraxien, donc tous ceux qui avaient de la valeur à leurs yeux, ont décidé de tous repartir dans leur cité flottante. À notamment la capitale Aramentia, la grande capitale des agloraxiens, dont on parlera d'ailleurs, il y a les ruines d'Aramentia, on en parlera un peu plus tard, quand on arrivera à cette région justement. Et ils ont littéralement en fait abandonné toute leur place forte dans Akshi pour entièrement se retourner vers l'intérieur, entièrement se focaliser sur leur cité et leur recherche. Et en gros, un jour, ils ont juste décidé, en fait, on en a rien à foutre d'Akshi, on en a rien à foutre de ce qui vit dessus. Tout ce qui nous intéresse, c'est la connaissance et nous. En fait, tout ce qui nous intéresse, c'est nous et la connaissance. En fait, c'est l'Empire qui s'est réveillé un jour en mode, pourquoi on est un empire en fait? Ça sert à rien. Voilà. Subitement, ils ont décidé, bon, en fait, on s'en fout. C'est littéralement ça. C'est assez surprenant ce virement total. Si bien que certains ont des théories quant à ce changement radical de philosophie de la part des agloraxiens. Alors moi, ma théorie, j'en avais un peu parlé justement dans l'ancienne vidéo sur Akshi que j'avais fait il y a peut-être un an, je crois, un an ou deux, je ne sais plus. Mais le truc, c'est que cet empire avait atteint un stade avec ses armes, etc.,
ces armes de destruction massive et un niveau de connaissance, ils étaient peut-être des menaces pour les dieux. Ils avaient potentiellement découvert des armes capables de blesser les dieux. Et je pense clairement qu'un empire pareil, entièrement dominé par des mortels, avec quasiment aucun dieu qui les surveillait, à part, je pense qu'il devait plus ou moins allégeance au dieu roi, parce que quand même il avait au dieu roi et au panthéon de l'ordre, parce qu'ils avaient quand même apporté la paix à travers les royaumes. Donc, je pense qu'il a respecté plus ou moins, mais à mon avis, à un moment donné, le dieu roi et sa clique ont dû les approcher discrètement et leur ont dit un peu de se calmer. Genre, ok, vous êtes forts les enfants, mais calmez-vous. Voilà. Donc, je pense que, je pense vraiment que les dieux les ont peut-être menacés ou leur ont gentiment dit, voilà, ça finit, c'est un peu fini les conquêtes et les armes un peu dangereuses, les joujoux, etc. Calmez. C'est un peu ma théorie. Mais peut-être, honnêtement, au vu de ce qu'ils en avaient à faire du monde extérieur, en dehors de leur citadelle et de leur recherche, de leur expérience, il se peut aussi qu'ils aient tout simplement décidé, on s'en fout en fait, d'être un empire. On est les plus forts avec ou sans empire en fait. Alors, c'est un peuple qui s'entendrait bien avec les lunettes, mine de rien. Il y a un petit côté comme ça. Après, ils se sont pas gnouques eux-mêmes, au moins. Donc, j'ai envie de dire, ils étaient un peu au-dessus des lunettes en termes de réflexion, les gars. Caradon plagieur. Eux, ils sont plus atteints le stade un peu des cités flottantes par la magie. L'alliance de magie et technologie. Là où les Caradrons sont partis un peu full technologie, avec quelques matériaux un peu magiques, mais légèrement quoi. Comme les terres or. Petit coup de pression du Panthéon de l'Ordre, ouais, c'est possible, c'est possible. Y a rien d'officiel là-dessus, mais ce revirement un peu soudain laisse peut-être envisager qu'il y a eu une petite intervention extérieure. Les Agloriciens avec l'arme atomique. Oui, largement, ils avaient même plus de trucs que ça, mais entre autres, ils avaient l'arme atomique. Peut-être qu'ils savaient que le chaos arrivait. Alors effectivement, j'allais y venir. Peut-être qu'ils ont senti le coup arriver, et qu'ils ont senti justement que les tribus de barbares Akchiens avaient commencé un peu à faire des rituels pas clairs. Et peut-être qu'ils ont compris à l'avance effectivement que les forces du chaos allaient arriver. Et ils ont préparé leur défense à l'avance. Ce qui a été assez efficace au début. Au début de l'âge du chaos, les Agloraxiens étaient pour ainsi dire intouchables. C'est-à-dire qu'il y avait des armées de cornes qui pullulaient à travers le Vastaride. Il y en avait de partout, il y avait des légions de démons et de nouveaux serviteurs de cornes partout. Mais eux, ils s'en battaient les steaks. Ils étaient sur leur cité flottante, et quand il y avait une armée qui arrivait pour leur casser les noises, ils faisaient un petit bombardement orbital des familles, et c'était la terre brûlée, quoi. La tactique de la terre brûlée, plus de problème. Et ils ont bien failli en fait survivre à l'âge du chaos sans quasiment aucune perte. Sauf que ils n'avaient pas prévu un truc. C'est que l'un des dieux du chaos allait prendre un peu personnellement quelqu'un qui avait celui qui a somme toute un peu du mal à garder son sang-froid, notre bon vieux Korn. Korn, il a dit non, vous trichez, c'est pas juste. Non, vous trichez, je suis pas d'accord. Et du coup, il a déchiré la réalité. Il a matérialisé son point. Donc, imaginez un peu un point gigantesque qui d'un coup apparaît dans le ciel,
qui recouvre un peu tout le ciel au-dessus de cités flottantes qui sont en train de faire des bombardements orbitales sur des armées de démons, et qui vient écraser la cité et la faire se cracher au sol. Donc Korn arrache quitte. Il a dit non, je suis pas d'accord. Voilà, c'est bon, on a gagné. Les corneux, pour gagner contre l'Empire agloraxien, ils se sont littéralement fait Deus Ex Machina. Voilà. C'est la seule raison pour laquelle les agloraxiens ont perdu. Il y a un dieu du chaos, il a fallu qu'un dieu du chaos se déplace lui-même, agisse directement pour les faire tomber. Voilà. Pour moi, il force quand même le respect. C'était des fumiers, mais c'était des fumiers qui ont forcé la main à un dieu du chaos. Donc on respecte. Ouais, on respecte un peu quand même. Et après, le chaos a fait comment pour les conquérir? Bah voilà, je l'ai dit, le chaos a triché. Barbare, Korn, agloraxien, pourquoi ils hurlent le nom d'un groupe de métal? C'est un peu ça. Un petit côté comme ça. Mais voilà comment l'agloraxien... du coup, une fois que la Armencia, du coup la capitale, qui renfermait la plupart des agloraxiens, est tombée au sol, une fois que c'était au sol, ils étaient au milieu d'une nuée de débiles qu'ils avaient bombardé depuis des semaines et qui étaient somme toute pas très joyeuses. Donc une fois qu'ils ont pu arriver au corps à corps, là bon, les agloraxiens c'est des bons mages, mais ils sont moins bons au corps à corps quoi. Voilà, donc ils ont fini par se faire submerger et ils ont fini par tomber. Ce qui fait que ce qui reste de l'Empire agloraxien, c'est les Aspiriens. Ceux qu'on dit non, tout le monde, tous les êtres humains ont de la valeur, voyons. Et ça les a sauvés, les cons. Ça fait un peu penser aux Eldar. Les Eldar qui se sont barrés genre juste avant que ça neige pop. C'est un peu la même chose. Eux, ils se sont barrés juste un peu avant que la merde tombe. Et ils ont survécu. Quel mauvais joueur, Korn. Ah oui. C'est Korn le chieler, hein. Mais voilà pour ce qui concerne les agloraxiens. Et je trouve que les agloraxiens, par rapport à la symbolique d'Akshi, donc le symbole d'Akshi, là on le voit ici, c'est ce symbole de cette clé, une clé qui s'appelle la clé des secrets. Je trouve que les agloraxiens représentent parfaitement la signification du symbole d'Akshi. Parce que la clé des secrets, ça représente le pouvoir, le contrôle, l'accès au pouvoir et au contrôle. La capacité un peu de déverrouiller et de libérer de l'énergie et du savoir. C'est un peu, ça représente la sagesse cachée ou la capacité à révéler des vérités profondes. C'est un peu aussi très lié un peu à l'ambition. La curiosité, etc. C'est quelque chose qui est très lié à la nature d'Akshi. Et les agloraxiens ont littéralement ce concept manifesté. C'est un peuple qui... C'est un peu la clé qui s'est manifestée dans un peuple, en un sens. Ce que je trouve très intéressant de ce côté-là. Aussi, dans certaines interprétations, la clé symbolise la souveraineté, le commandement, la domination, un peu l'autorité. C'est un peu lié à la conquête, à la guerre. Et là, pareil, au vu d'à quel point les agloraxiens ont complètement dominé Akshi, c'est vraiment le peuple de la clé, quoi. Ça fait un peu penser à ça. Ce qui reste des agloraxiens, c'est des ruines et des bobos. Voilà, fin de merde. Bah, c'est pas fini. Alors, durant l'âge du chaos, justement, les Aspiriens se sont bien défendus. Cela dit, la majorité des cités aspiriennes sont tombées durant l'âge du chaos. L'âge du chaos a duré à peu près 500 ans, pour donner une idée. Et à la fin, tout ce qui est resté, c'est la cité de Luminos, qu'on voit ici. C'était la dernière cité aspirienne
qui a réussi à survivre à tout l'âge du chaos. Donc quand Sigmar a fini par revenir avec les Éternels, eux ils étaient toujours debout, ils ont survécu au milieu de 500 ans de barbares cannibales. Ils ont survécu à 500 ans de Mad Max quand même, c'est pas mal. Et quand Sigmar est revenu d'ailleurs, ils ont fini par se s'allier tout de suite avec les nouveaux colons d'Azir qui sont revenus pour reconquérir les royaumes. Lumnos, pour donner un peu les trucs qui sont intéressants qu'il y a à Lumnos, elle est célèbre pour ce qui s'appelle une académie qui s'appelle la Maison des Braises Montantes. C'est un peu le Poudlard d'Akshi, pour résumer brièvement. Dans cette académie, il y a parmi les meilleurs pyromanciens des royaumes. Ce qui est logique, on n'en attend pas moins des derniers héritiers de l'Empire agloraxien quand même. Et ils sont d'ailleurs aussi ils se sont encore plus démarqués durant la guerre des âmes. Parce que les mages issus de cette académie étaient connus pour être des chasseurs de morts-vivants super bons. Genre vous aviez une horde de millions de zombies qui arrivaient vers vous. Vous aviez un mage, vous aviez quelques mages de la Maison des Braises Montantes qui arrivaient et vous nettoyez ça bien comme il faut, quoi. Et qualité, genre satisfait ou remboursé, quoi. C'était vraiment parmi les meilleurs chasseurs de morts vivants de l'époque, quoi. Cette académie est aussi menée par une grande pyromancienne renommée à travers le Vastaride, qui s'appelle Pyros Toura, qui est une héros que j'aimerais bien voir en figurine un jour. Mais passons. On en parlera un peu plus après, justement, quand on va parler d'une autre région. On y reviendra. Elle est aussi notamment assez connue, Pyros Toura, pour avoir inventé une poudre alchimique qui crée une sorte de gaz, une sorte de feu un peu froid. En gros, elle a inventé la réfrigération. Et dans un royaume où vous suez du cul 24 heures sur 24, elle a créé de l'or en barre. C'est free real estate. Elle s'est probablement fait... c'est probablement une des plus grandes fortunes d'Akshi. C'est pas dit, mais je pense que très clairement c'est une des plus grandes fortunes. Parce qu'elle a inventé un moyen de se réfrigérer. Dans un royaume qui est blindé de déserts, de régions volcaniques, de terres arides, etc. Donc, ouais, c'est pas mal. Autre point intéressant des Aspiriens. Attends, je vais vous lire un peu en même temps, comme ça. C'était les parangons de la rune d'Akshi. Un peu, oui, c'est vrai que c'est une belle manière de le dire. Ils ont douillé les pauvres. Ouais, ils ont douillé, mais ils s'en sont sortis, les cons. Ils s'en sont sortis. Qualité napalm sur 20. Oui, ça c'est... Ah, l'odeur du zombie cramé au matin, y a rien de tel. Ça c'est... par contre, on en parle de la mer intérieure en face de Lumnos. Et ça a pas l'air naturel tout ça. Alors ça effectivement, j'allais l'aborder plus tard, mais on peut le faire maintenant. C'est la mer polychrome. C'est une mer, comme tu sembles, comme tu l'as bien deviné, qui est absolument pas naturelle. C'est une mer qui est presque arc-en-ciel, qui est entièrement recouvert, une mer entière, recouvert d'une espèce d'huile chimique, d'ailleurs qui en est peut-être intégralement composée, d'ailleurs c'est peut-être même pas que la surface, et qui sont en fait les résidus de toute l'industrie agloraxienne. En gros, tous leurs produits chimiques à la con, ils l'ont balancé là-dedans. Et depuis des siècles plus tard, elle est toujours comme ça. Ils ont pollué une mer entière avec toutes leurs expérimentations, toute leur industrie. Donc ça, c'est un autre résidu en fait qui reste de l'Empire agloraxien. Je trouve dommage qu'ils aient remplacé les libérateurs des éternels de l'orage.
comme toutes, ils ont eu les nouvelles armures qui sont là un peu, du coup, les armures Thunderstrike qui étaient là pour contrer les nuages de Be'lakor, du coup, qui avait inventé un moyen d'emprisonner les âmes des éternels. Et donc c'était un moyen pour contrer ça, et en même temps c'était un peu une justification pour changer un peu le design des Liberators. Mais les Liberators sont toujours jouables, hein. Je veux dire, il n'y a rien qui empêche de les jouer tels qu'ils étaient à la V1, quoi. Ils sont faits primariser, quoi, comme beaucoup de gens aiment à le dire. J'imagine pas les saloperies qui vivent dans cette mer. S'il y a des trucs qui vivent là-dedans, c'est pas bio. On va dire ça comme ça. C'est pas... Oui, c'est pas bio. À vrai, je monte d'usine 40K be like. Ah oui. Ah bah les Agloraxiens, c'est un peu la civilisation 40K, quoi. On parle de la scène qui est dégueulasse, mais si tu te baignes dans la mer Polychrome, tu finis dissous. Ouais, je pense, ouais. Peut-être pas dissous, mais je pense que tu fais un choc et tu crèves dedans, quoi. Salut Damien. Merci du live, je connaissais pas tout ça. Oui, bah, toutes ces informations dont je parle, ça a été grandement apporté par le jeu de rôle de l'Age de Sigmar, Soulbound. D'ailleurs, dans beaucoup des campagnes, notamment la campagne à la pointe radieuse, Brightspear, cette ville aussi a été très développée. C'est une autre cité agloraxienne qui a été fondée un peu plus tard. En gros, un peu après qu'Amerol Aksha, à droite, tac. On en parle un peu plus tard. Amerol a été établi. Le Seigneur Arcanum Aventis Firestrike, donc le Seigneur Arcanum sur Toralon nommé, qui était un ancien Agloraxien durant sa vie de mortel. Qui est encore parmi les éternels, il y a des Agloraxiens. Donc c'est pas encore fini techniquement pour les Agloraxiens. Comme c'est le magistère d'Amerol, il a envoyé une expédition en engageant une flotte Caradron pour transporter une sorte de croisade Éophore, mais un peu accéléré, quoi, pour les transporter à une des citadelles agloraxiennes qui restait sur les berges disloquées, donc au nord-ouest d'Asperia, un peu des restes des avant-postes agloraxiens, et il a recolonisé. Donc pour vous donner un peu des images là, par exemple, ça c'est une des images de Brightspear. Là on voit le stratopore de Brightspear. Comme il a les Caradrons ont largement contribué à la recolonisation de la pointe radieuse, ils ont un petit avant-poste, un petit port pour eux dans la cité. Et là on la voit un peu de plus loin. Ça c'est Brightspear, c'est une ancienne cité agloraxienne. En tout cas qui a été rebâtie par-dessus des cités agloraxiennes. Et dans le jeu de rôle Soulbound, il y a du coup une campagne autour de cette ville qui est très intéressante. Elle est très sympa. On la fera peut-être un jour sur la chaîne, justement, parce qu'en fait j'hésite à commencer tout de suite avec une campagne que j'ai fait moi-même. J'ai un peu, dans les sessions qui sont apparues sur la chaîne, j'ai un peu justement commencé à poser des choses pour ma campagne personnelle. Mais je me dis des fois qu'il serait peut-être plus intéressant pour vous que je fasse les campagnes officielles de Soulbound pour peut-être donner envie à certains de les essayer. Mais je sais pas, j'attends que ce soit traduit parce que justement normalement quand la tradition française arrivera, elle arrivera avec le core book et avec le pack de démarrage qui est justement sur la pointe radieuse Brightspear. Donc je vais peut-être attendre que ce soit enfin traduit en français pour la faire, comme ça un peu pour coïncider avec la sortie, ça ira peut-être un peu grand au goût, moi. Mais il me tarde, il me tarde.
vous faire découvrir cette cité ô combien mystérieuse, dirons-nous. On est éco-responsable, aspirant éco-responsable, moi, et on parle de la mer polychrome derrière vous. Ah, bon, après, c'est pas les aspiriens, c'est les agloraxiens. Mais techniquement, les aspiriens ont été des agloraxiens, donc enfin leurs ancêtres en tout cas. Bonsoir, j'attends tellement une traduction de ce livre. Bah moi aussi. J'attends vraiment parce qu'en fait, je voulais me lancer. Enfin, la traduction tarde tellement que j'hésite limite parfois à faire du jeu de rôle dans AOS, mais avec D&D. Et tout simplement homebrew des classes pour les caler sur des personnages d'AOS quoi. Parce qu'au moins D&D, les règles sont en français, tout le monde les connaît bien, ce serait plus facile. Et comme il n'y a pas de traduction de français, je suis un peu bloqué pour essayer d'aller à fond dans le JDR, parce que j'aimerais vraiment faire beaucoup plus de JDR. Mais comme la traduction française n'est pas encore là, je me retrouve un peu à attendre, malheureusement. Donc, et tout vient à point qui sait attendre. Il faut pas être pressé. Moi, je compte continuer à faire du contenu sur AOS pour plusieurs années. Donc, il y a le temps. Déjà, je vais faire un peu des campagnes narratives Past to Glory, en attendant justement que le JDR arrive. Et là, quand le JDR arrive, alors là, je vais faire des tier lists sur les archétypes, les classes de Soulbound. Vous pouvez être sûr que là, je vais mettre la totale. Hein. Quand la traduction française sera enfin là, je vais y aller à fond. Alors là, le core book qui est en anglais là. Petit parallèle là, parce que le core book, du coup, là, pour vous montrer un peu sur le. Donc il y a les règles de création de personnages, il y a tous les archétypes, il y a énormément d'archétypes donc des factions de l'ordre. Parce qu'il y a aussi plus tard qui viendront, il y a des règles pour les personnages de la mort, de la destruction et bientôt du chaos. Vous avez les talents, les équipements, toutes les règles. Et il y a aussi énormément d'informations justement sur le Vastarides. Beaucoup d'informations dont je vous parle, ça vient justement du core book de Soulbound. Vous avez du lore sur la religion, sur les différents dieux avec les croyances, comment leur religion fonctionne, etc. Et vous avez énormément de choses, quoi. Et pour parler un peu des archétypes vite fait, bon là on fait une petite tangente, mais là Tetsurion il m'a chauffé là. Vous avez les archétypes, là vous pouvez jouer un mage de bataille, un corsaire des arches noires, une sorceresse Darkling, un prêtre de bataille de Sigmar. Ça c'est les archétypes des cités de Sigmar. Ça c'est un archétype assez unique, le Trade Pioneer, il est aussi sympa. Vous avez des archétypes de Fit Kane, des archétypes Pyro Tueur, des archétypes d'Idonet, enfin. Et ils ont vraiment tous des styles de jeu assez particuliers, quoi. Assez sympa. Les archétypes Caradron, archétypes éternels qui ont un peu plus d'XP, ils fonctionnent un peu différemment les éternels par rapport aux autres personnages. La meilleure race c'est Sylvanette, voilà. Mais voilà, donc quand ce sera sorti en français, on va passer notre vie dessus. Voilà, je vous assure que ça va y aller. Mais soyons patients, ne soyons pas, voilà, soyons calmes et mesurés, voilà. Tout le monde, je vous conseille d'être patient et de harceler les traducteurs, voilà. Mais leur dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Ça doit être dur d'apprendre que ta culture est morte. Je prie pour le JDR, soit traduit en français, mais j'ai de moins d'espoir sur les traductions, comme sur les bouquins d'ailleurs. Alors sur le site des traducteurs, il y a un peu des pourcentages sur ce qu'ils ont traduit, et le starter set de Soulbound et le core book sont à 40% de traduction, les deux. Donc après ils sont à 40% depuis quelques mois déjà, et on voit pas vraiment. Il met peut-être pas à jour en live la progression de leur traduction. Donc à voir. Tout à voir. On verra bien.
Ils sont à 40% depuis quelques mois, donc on peut peut-être espérer qu'ils sont plus proches des 70-80% et que c'est peut-être pour bientôt. Je choisis de rester positif, quoi. Je vais attendre afin de soutenir la gamme pour que les traductions se poursuivent. Ce serait bien. J'espère tellement. Mais il faut être patient. Alors, donc Brightspear. Donc on a parlé de Brightspear. Du coup, une ancienne citadelle agrarienne. Attendez là. Là, on voit un peu plus. On voit les symboles des cités. Là, on voit d'ailleurs le symbole de Lunnos avec la forteresse et la flamme au-dessus. Et là, on a Brightspear, la pointe radieuse. Je pourrais parler plus en détail de Brightspear, mais j'ai pas envie de trop spoiler parce que, comme je vous le dis, ça va être l'une des premières campagnes qui va être jouable sur Soulbound quand ce sera en français. Donc, juste voilà, pour l'info, c'est une ancienne cité aglaxienne qui a été recolonisée et c'est une cité de Sigmar maintenant. Voilà. Bon, je vais rester flou. On va rester un peu. On va laisser planer le mystère. On va s'en tenir là pour l'instant. Alors, autre point intéressant sur la région d'Aspiria. Vous pouvez voir à l'est, ici, la Killing Forest, donc en français le pont d'Amadou, le pont de la Bête, qu'on appelle aussi, la forêt d'Amadou. C'est une forêt qui a été intégralement incendiée en invoquant des esprits de feu, des élémentaires de feu. C'est intéressant. Ils ont été invoqués par les Aspiriens, justement durant l'âge du chaos. Quand ils ont vu que les cités, les cultures à l'est, les tribus de Vitrolia, d'Aridia, de Capillaria, toutes les tribus barbares en pagne, en gros, ils ont vu qu'ils étaient tous en train de se laisser corrompre par le chaos. Alors ils se sont dit, bon, ils sont foutus, ils vont juste foutre la merde. Et en plus aussi, en plus de tous les barbares du chaos, il y avait aussi les... c'était même avant ça, je dis même des petits, c'était même avant que la corruption du chaos, c'était aussi pour empêcher les Wag Oruk venus justement de l'Est. Il y avait énormément de Wag Oruk dans cette région, notamment près d'Amorl Aksha, parce que la porte de la faille, la porte d'Amorl, à la base, c'était une porte qui s'appelait la bouche de Mork, la bouche de Gorkamorka, pardon, et qui était un lieu extrêmement sacré pour les Oruk. Et en fait, il y avait énormément d'Oruk dans cette région. Et donc ils se sont dit, ouais, on va littéralement incendier le pont de la Bête, comme ça les Wag ne pourraient plus passer par là. Manque de peau d'ailleurs, plus tard, des villes du Fiel Obscur se sont adaptées à cette région constamment en flammes. Donc, et ils sont donc du coup maintenant extrêmement résistants au feu, donc c'est un peu ricoché, on va dire, c'était un faux bon plan. Mais du coup en fait depuis des siècles, toute cette région, tout ce pont terrestre est constamment en flammes, constamment, de manière permanente. Ils ont un peu regretté ça depuis, les Aspiriens, parce que ça les a complètement coupés des tribus barbares à l'est. Ils se sentent un peu responsables de leur corruption. Et ils pensent qu'ils auraient peut-être pu les aider, les guider. Ils auraient peut-être pu en sauver certains. Mais à cause de ça, ça a empêché en fait beaucoup... ça a empêché les tribus à l'est qui étaient un peu foutus de pouvoir s'enfuir plus à l'ouest. En gros, ils leur ont coupé un peu une porte de sortie. Donc ils s'en veulent un peu de ça, en somme. Comment on fait la différence entre les cités de Sigmar et les villes indigènes? Alors, par rapport aux nouvelles cartes, c'est pas facile. Si vous connaissez pas un peu le lore de chaque ville, c'est pas très facile. Il y a une légende, plus ou moins, là en bas,
qui montre un peu les métropoles de Sigmar, les cités militarisées. Techniquement, c'est pas complètement des cités de Sigmar. La Pointe Radieuse, c'est un peu une cité entre une cité de Sigmar et une cité aspirienne. En gros, ça a été fait en partenariat avec les aspiriens de Lumnos. Et il y a eu du coup des colons qui sont venus d'Amerol pour aller à la Pointe Radieuse. Donc c'est peut-être pas complètement une cité de Sigmar, mais ça en est pas loin. Donc je pense que la façon de le repérer le plus facilement sur la carte, c'est que c'est les métropoles sigmarites avec un marteau dessus, par exemple comme Amerol avec des symboles au-dessus. Ça c'est les cités de Sigmar complètes, quoi, on va dire, pur jus. Et après ça peut aider aussi de connaître un peu le lore de chaque ville pour savoir exactement si c'est une cité Sigmar ou pas, et une cité indigène. Les villes indigènes sont plus indépendantes et une forme de gouvernance propre. Oui, effectivement. Dans les révélations des nouvelles sorties qu'on va avoir cette année par rapport à Game Workshop, il parle d'une image où on voit un genre d'aile. Alors je vous confirme que c'est l'aile d'un dragon noir. Oh, c'est sûr. Parce que si c'est un dragon noir, ça veut dire qu'une seule chose. Hein. Jérémy Daré, je me souviendrai de ça, attention. Du coup, Malérion. C'est vrai qu'on aurait 2 nouvelles factions cette année. Et les Umbranettes et les Dents du Chaos. Oh putain, on va bien manger. Hein. Ouh. Oula. Je suis moustillé là. Ça se traduit comment sur la carte d'Elrith? Bah là j'en ai pas un peu parlé du coup par rapport à la légende, si c'est ça dont tu parlais. Bon bah c'est fait, voilà. Il y a moyen de choper ces cartes HD, elles sont cool je trouve. Alors cette carte là, elle vient du core book de la V4 de l'âge de Sigmar. Elle est d'ailleurs mise à jour avec la rogne, chose qu'on ne voit pas cette carte qui est un peu plus, qui est de un peu meilleure qualité parce qu'elle vient du jeu de rôle de Soulbarn justement. Ça vient du jeu de rôle. C'est la carte qui est venue avec le jeu de rôle. Et donc ça, vous pouvez la voir dans le starter set, il me semble. Oui, c'est le starter set de Soulbarn. Et il me semble aussi que vous l'avez dans le core book, si je dis pas de bêtises. Mais voilà d'où viennent ces cartes. Alors celle-là, on l'a qu'en anglais pour l'instant. À voir si elle sera traduite. Qui sait, nous verrons. D'ailleurs, la forêt d'Amadou, c'est un repère de villes du ciel obscur qui sont dans une croisade contre le feu. Ouais, ça c'est sympa. D'ailleurs, dans Soulbarn, il y a des règles pour avoir des règles de sous-faction. Ils vous donnent des bonus en fonction de la sous-faction que vous êtes. Genre si vous êtes des marteaux de Sigmar, vous avez tel truc. Si vous êtes de la clairière de Ferrécorce pour les Sylvanens, vous avez tel truc, etc. Et il y a un truc de sous-faction pour les villes du ciel obscur qui viennent de cette région. Et ils ont des bonus contre le feu énormes. Genre, ils réduisent, je crois, de moitié les dégâts de feu. Ils ont une résistance à toute forme de flamme, qu'elle soit magique ou normale. Et ils font aussi des dégâts supplémentaires contre des ennemis qui utilisent le feu ou qui sont faits de feu, comme des élémentaires ou des cracheurs de feu ou des mages de feu. Ils les défoncent. C'est assez violent. Donc c'est une sous-faction assez puissante, quoi. Cela, j'ai oublié le nom exact de cette sous-faction. Je vais voir dans Soulbarn vite fait. Du coup, le Champion of Destruction, qui est le core book du coup de Soulbarn sur les membres de la destruction, et les Gloomspite. Alors 31. C'est bon, les Gloomspite. Il y a aussi énormément de lore aussi du coup sur chaque sous-faction. On est sur les sous-factions des villes du ciel obscur. Eternity Moist, voilà, c'est eux. Donc du coup c'est les Smotoros, les Glakith Smotoros, voilà, en anglais.
Et là, vous pouvez voir, voilà, ils sont enduits de slime et de vomi afin d'avoir une meilleure résistance au feu. Ils prennent moitié moins de dégâts de feu, de sorts, et même de miracles. Ils ont même de la résistance contre la magie, de la magie divine. Même les miracles de feu de Grimnir peuvent leur faire moitié moins de dégâts. Et aussi, ils infligent double dégâts. Ça, c'est ultra fumé. Il y a extrêmement peu de choses qui peuvent doubler les dégâts dans Soulborn. Donc, double dégâts à n'importe quelle créature qui sont la source d'un effet enflammé, quel qu'il soit. Genre que ce soit des pyrotueurs, des individus qui utilisent de la magie d'Akshi, ou des démons, genre des démons, les incendiaires de Tsinch, etc. Ils les fument. Donc sous-faction sympathique, somme toute. Mais voilà. Donc King Forest. Laissons Malheur tranquille, le pauvre, il doit gérer son insupportable mère dont je ne penserai et dirai assez de mal. Certains, j'ai le bouquet à la maison. Ah oui, pour la carte, parfait dans ce cas. J'ai pas trouvé. Je me suis dit qu'on peut trouver la version HD de la carte du JDR sur le net, mais je ne sais plus où malheureusement. Possible que vous pouvez la trouver sur le Lexicanum. Le Lexicanum qui a beaucoup d'infos sur l'Âge de Sigmar. Si vous mettez Lexicanum Akshi, il y a moyen que vous trouviez la carte, c'est cette carte-là. Je bois un petit coup. Et voilà du coup pour le pont de la bête. Je vais écrire un peu mes notes, là je suis un peu perdu. Ah oui aussi, autre point intéressant, les montagnes radieuses, donc c'est les Bright Mountains que vous pouvez voir là, et qu'on peut voir aussi là, les montagnes radieuses. Elles sont intéressantes. Alors, vu l'extérieur, ce sont des montagnes intégralement recouvertes de quartz, de cristaux, un peu il laisse un aspect assez multicolore sur ces montagnes. Quand la lumière en fait les frappe, vous avez un peu des reflets un peu qui font penser à une aurore boréale qui illumine un peu les sommets des montagnes radieuses, d'où vient leur nom. Elles ont été reconnues par des dépossédés récemment, des dépossédés qui se sont justement alliés à la croisade Éofor qui est partie vers la pointe radieuse, donc du coup des Douardins qui ont recolonisé ces montagnes pour en faire un peu leur nouveau Karak. Sauf que dans ces montagnes, il y a des trucs pas clairs et un peu dangereux, notamment un certain culte qui s'appelle les Sions de la Flamme. Certains reconnaîtront le nom car c'est la bande, une des bandes de Warcry. Donc les fameux guerriers que vous voyez souvent entourés un peu de flammes. Science of the Flame. Hop. Non, pas Science. Science. Voilà. Oups. Donc, c'est... Attends, vous allez rien voir là. Attendez, bouge de secondes. Donc, tous ces rigolos là que vous voyez un peu avec des épées de feu, etc., c'est les Sions de la Flamme. Et c'est un culte en fait un peu du chaos qui n'est pas nécessairement, qui ne vénère pas nécessairement un des 4 dieux majeurs, mais qui a un peu sa propre interprétation du chaos, comme la plupart d'ailleurs des bandes de Warcry. Tous les serviteurs de chaos ne vénèrent pas forcément les 4 dieux majeurs, et ils vénèrent parfois des aspects d'eux individuellement ou des aspects du chaos universel. Eux, ils vénèrent la flamme dévorante. En fait, ils espèrent, comment dire,
J'ai un trou de mémoire là. Ouf, j'ai eu mal. En gros, ils croient que les royaumes vont être consumés par l'entité qui est un peu la flamme, qui représente le feu qu'ils vénèrent. Et ils voient Archaon comme celui qui va apporter ce brasier dévorant. Et ils veulent faire partie justement, ils veulent participer à cet apocalypse à venir. C'est un peu les motivations des Sions de la Flamme. Et d'ailleurs pourquoi on les trouve à l'Omnipoint. Mais du coup c'est de là qu'ils viennent. Donc les Sions de la Flamme, c'est un peu des fanatiques qui vont essayer de devenir des brasiers vivants. Ils vont notamment essayer de faire ça en avalant des pierres de royaume, notamment par exemple de la braise-pierre, la pierre de braise, la pierre de Rondakshi. Certains vont chasser des magmadrotes, qui sont aussi extrêmement résistants au feu, de par les bénédictions qu'ils peuvent obtenir de l'entité qu'ils vénèrent, et ils vont dévorer leur cœur. Donc ils sont souvent amenés à faire face aux pyrotures, justement, qui vont essayer de les protéger de ces fanatiques. Ils ont un leader qui est un Ogroid, un des Goron, du coup le peuple de la destruction qui a fini par se tourner vers le chaos. D'ailleurs ils ont eu on en a parlé dans la vidéo sur les régiments de renom, on en a un peu parlé d'eux. Et du coup leur leader est un Ogroid thaumaturge, donc l'Ogroid qui est un peu qui est, il me semble dans la faction de Tzeentch, qui est un Ogroid un peu bleu qui manipule de la magie de flamme, et qui est aussi surnommé du coup la tempête qui marche. Donc ça pareil, peut-être un autre personnage qui serait intéressant de voir peut-être un jour avoir sa propre figurine nommée. D'ailleurs, maintenant que j'y pense. Mais voilà un peu par rapport au point d'intérêt de la région d'Aspiria. Alors nous allons pouvoir enfin placer la première... il faudrait que j'accélère un peu parce que j'ai mis 1 heure sur Aspiria. Bon après, il fallait que je présente Empire Gloraxien, etc. Les autres régions seront un peu plus rapides. J'espère. Du coup, alors, Aspiria. Alors, je vais les classer en fonction de leur niveau de civilisation, un peu leur niveau de culture. Ça va être un peu relatif pour chaque région. Et aussi un peu à quel point ils ont résisté au chaos. Donc à quel point ils ont réussi à rester indépendants. Honnêtement, Aspiria, on va tout de suite partir sur un S. Pour moi, eux, c'est les You Shall Not Pass. Ils ont tenu leur position durant tout l'âge du chaos. Voilà, zéro... personne n'est passé. Ils ont survécu, ils ont tenu. Donc ils méritent leur place là. Et de par aussi toute l'histoire qu'ils ont avec les Agloraxiens. Dit qu'on peut trouver... As-tu des informations sur la cité de Steel Spike? Alors, la cité de Steel Spike, c'est une forteresse, du coup, qui était aussi aspirienne à la base. Et en fait, le pont de la bête était là pour empêcher des mouvements de troupes par ce passage. L'aiguille d'acier est une forteresse qui était là pour protéger un autre passage, le détroit qu'on peut voir justement là, le pont des Embruns, qui était l'autre passage pour entrer dans l'Aspiria. Et pour défendre ce passage, il y avait justement l'aiguille d'acier. Sauf que durant une période, cette forteresse a été corrompue par Tzeentch et ont été plus ou moins prisonniers dans une espèce de prison temporelle. Depuis, il me semble qu'ils ont été libérés un peu de cette malédiction et elle a été occupée par les forces des cités de Sigmar, justement pour protéger ce point stratégique.
Ça doit être joli lors du lever de soleil. Ah, les montagnes radieuses, oui, ça doit être un joli visuel, honnêtement. En vrai, si un jour ils font une autre série un peu à la Black Talon, une série sur Soulbarn, ce serait un beau plan. Alors. Oui, ils ont des figues super stylées, oui, ils sont assez stylés. Les tarés pyromanes, oui. Et sur la flamme, c'est un peu ça. Ça peut être résumé à ça. Ever Raging Flame, voilà, la flamme de rage éternelle, effectivement. C'est le nom de l'entité qu'ils vénèrent. C'est pas la flamme exaltée d'Elden Ring. Ah, maintenant que tu le dis. Maintenant que je le dis, il y a un air, ouais. C'est pas non plus complètement focalisé sur la folie. Je connais pas en détail la flamme exaltée, mais c'est ce que j'en ai compris. Mais il y a un petit air. C'est pas volontaire, mais ça ressemble clairement à ça. Oui, il y a un petit côté comme ça. Ensuite, nous arrivons sur la deuxième région, celle de Batar, avec deux A, hein. Batar, qu'on va appeler Batar, parce que je vais pas faire Batar à chaque fois. Mais voilà, vous aurez compris, c'est voilà. C'est un faux ami, on va appeler ça comme ça. Donc les Batari sont une autre culture très intéressante. C'est la terre du capitalisme. Alors ça, on va développer, mais pour résumer en un mot, capitalisme. Batar. Pour faire simple, les Batari sont une nation marchande. Ils possédaient une immense flotte de bateaux qui s'appelait la flotte de fer, qui allait échanger à travers tout le Vastaride. Ils avaient c'était les marchands majoritaires du royaume. Ils étaient très riches et très compétitifs. Oui, mais quand je vous disais que les Akshiens étaient un peu assez impulsifs et assez bons vivants, eux, voilà, disons que c'est négociation agressive, quoi, les Batari en termes de quand ils commercent. À un tel point qu'aujourd'hui, à Akshi en tout cas, ce sont les premiers rivaux aux Caradrons. Les Caradrons qui ont du coup des vaisseaux volants, quoi. C'est le niveau des gars. Mais du coup, vous allez voir comment ils arrivent à concurrencer la faction des nains capitalistes. Ça va être intéressant. Alors, cette grande flotte, la grande flotte de fer, durant l'âge du chaos, elle se fait détruite par des pirates venus de la région de Kota, la région enneigée de Kota. De côte, donc des pirates un peu vikings, encore d'autres barbares qui sont en Kota. On va un peu parler d'eux après. Et du coup, la flotte se fait entièrement détruire. Suite à ça, du coup, ils se disent, on change de stratégie, on reconstruit toute une autre flotte. Ils étaient tellement blindés qu'ils ont pu très rapidement reconstituer une autre flotte après l'avoir perdu. Et en plus de ça, ils ont cassé la tirelire. Ils ont fait une alliance avec les Aspiriens au sud. Et ils leur ont demandé d'enchanter toute la flotte Batari. Donc toute la flotte. Et comment ils l'ont enchanté? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Faites-nous des bateaux volants. Et du coup, vous avez maintenant ce qui s'appelle le marché flottant, qui sont des bateaux connectés les uns aux autres, qui voguent dans le ciel. Ouais. Il s'appelle la cité flottante. Donc une flotte entière de bateaux qui a été enchantée par Aspiria
et qui sont et voilà comment ils arrivent à concurrencer les marchands qui ont des vaisseaux volants avec d'autres vaisseaux volants. Ils ont fait beaucoup de commerce avec notamment le mont Vostargi. C'était un de leurs partenaires économiques principaux d'ailleurs. Ils faisaient le commerce d'ailleurs de leurs lames, des lames de piracier, des lames très célèbres qui sont forgées par les pyrotueurs du mont Vostargi justement. Des lames qui sont faites avec des fragments de charbon akshien qui ont de la pierre diluée de Brest-Pierre. C'est une forme diluée de la pierre de royaume d'Akshi. Et ces lames de piracier ont la particularité d'être brûlantes constamment, comme si elles sortaient de la forge, fraîchement de la forge. Et elles ont la particularité de ne pas avoir à être aiguisées. Elles sont auto-aiguisables. Elles perdent jamais leur tranchant. Donc, comme toute, on peut comprendre pourquoi ce sont des lames appréciées. Et du coup, les Batari envoyaient des bateaux pour commercer avec les Vostargi, et ils ont pas mal prospéré. Sauf que, par la suite, les Golvariens, ou la région qui se trouve ici, on parlera un peu plus en détail des Golvariens un peu après, ont commencé à être un peu jaloux du succès des Batari, et ils ont engagé des barbares mercenaires vitroliens pour tendre des pièges aux bateaux Batari. Ce qui fait que de temps en temps, il y avait un bateau qui se faisait carjacker et il perdait des ressources. Ce qui a forcé un peu les Batari à entrer en conflit avec la Vitrolie, avec les barbares vitroliens. Et ils ont dû engager des mercenaires Vostargi, des mercenaires pyrotueurs, pour au préalable un peu contrer les vitroliens. Au bout d'un moment, ils ont compris que les Golvariens c'était les Golvariens qui foutaient la merde. Et ce qu'ils ont fait, les Batari, ils ont fait ce qu'ils sont... ils ont utilisé l'une de leurs plus grandes forces, l'argent. Et ils ont payé les vitroliens pour qu'ils se retournent contre les Golvariens. Donc les Golvariens se sont retrouvés contre Bâtard, contre la Vitrolie et contre les Vostargi, et ils se sont fait prendre en sandwich. Donc les Golvariens se sont fait repousser et ils ont dû battre un peu en retraite plus tard. Et tout ce qui restera des Golvariens d'ailleurs après l'âge du chaos, il y a d'autres choses qui se passent, mais ils finissent tous aux îles des Goules. Ils se réfugient tous aux îles des Goules, au nord-est. Donc voilà un peu les batailles. Pendant l'âge du chaos, une grande partie de toutes les forces terrestres, de toutes les cités terrestres de Bâtard se font détruire. Il y a ce qui s'appelle la route dorée qui des corneux, notamment des forces de cornes, finissent par asservir le peuple de Bâtard qui se trouve sur Terre, qui ne se trouve pas sur le marché flottant, à l'abri dans les airs. Et il y a ce qui s'appelle la route dorée, où les corneux forcent les marchands Batari à porter leurs coffres dorés, toutes leurs richesses, et à devoir marcher un peu inutilement sur leur fameuse route de la soie, leur route dorée, comme punition un peu pour leur cupidité, quoi. Sans doute, ouais, c'est sans doute un peu les tribus barbares qui ont été jaloux, qui ont été anciennement jaloux du succès des Batari. Ils ont rejoint Kord et ils se sont un peu vengés, quoi. Et en fait, tout ce qui est resté ensuite, c'est la cité flottante de Bâtard, qui est encore là aujourd'hui, comme les Aspiriens qui ont survécu avec Lumnos. La cité flottante, les Batari ont pu survivre avec la cité flottante. Un autre point intéressant de Bâtard se trouve au bois de Flammaragne, où se trouvent des araignées assez particulières.
qui sont élevées par les Batari, justement. Ils élèvent du coup ces araignées, car elles tissent une soie avec une soie multicolore qui a des propriétés très particulières. Les habits qui sont créés avec leur soie ont des couleurs assez chaudes et qui semblent être presque vivants. C'est-à-dire que les couleurs semblent se mouvoir sur les habits et créer un peu des patterns presque kaléidoscopiques. C'est assez... c'est assez... comment dire, hypnotisant à regarder un peu. Et aussi... elle a la particularité que du coup ceux qui portent ces habits en soie en soie si particulière, c'est que les habits semblent thermoréguler la température de leur porteur. C'est-à-dire que s'il fait trop froid, ça vous réchauffe, s'il fait trop chaud, ça vous refroidit. Ce qui fait que cette soie est extrêmement chère. C'est sans doute l'une des denrées les plus chères de tout le royaume du feu. Beaucoup de nobles d'Akshi, aussi bien des nobles de Cité de Sigmar que d'autres, aiment un peu afficher leur richesse en portant justement des habits faits de cette soie. Donc voilà pour les histoires un peu sur les Batari. Et franchement, les Batari et les Aspiriens, j'aimerais tellement qu'un jour on ait un Battle Tome en mode Dogs of War, ou genre Battle Tome les peuples d'Akshi, et on ait des unités aspiriennes Batari avec genre des mages aspiriens, des bateaux flottants Batari. Ce serait tellement le feu quoi. Avec d'ailleurs aussi d'autres cultures dont on va parler plus tard. Mais voilà, un Battle Tome avec les peuples d'Akshi, on aurait un peu des unités de chaque culture d'Akshi. Ça pourrait faire un truc super. Franchement, un bateau flottant Batari un peu en figurine. Ah, je sais pas, il y aura un truc, tu vois. Mais voilà, pour Batari. Alors les Batari, ils font rien par eux-mêmes, en un sens, mais à chaque fois, en fait, ils sortent la carte bleue et ils s'en sortent. Ils se font péter leur armada, hop, carte bleue. Ils ont besoin que leur armada se fasse pas repéter, hop, carte bleue. tiens la moula. Asperia, enchante-moi ça. Ils se font attaquer leur convoi. Tiens, carte bleue, allez les Vostarg. Et en même temps, ceux qui nous attaquent, on va vous acheter aussi, comme ça vous allez niquer ceux qui nous font chier. C'est carte bleue. Donc, je vais leur mettre le tiers capitalisme. Voilà. Le tiers capitalisme. C'est les Batari. Les gros bâtards. Ouais, c'est les gros bâtards, les Batari. Cette cité doit être alimentée constamment par des mages où l'enchantement était juste une fois. Alors, de ce que je comprends, l'enchantement est permanent. Donc, ça a dû demander certaines ressources. À mon avis, c'était pas un truc très simple à faire. Mais comme j'ai dit, ils sont blindés. Donc ils ont eu les moyens d'enchanter de manière permanente toute une flotte de vaisseaux volants quoi. Ce qui est pas mal. Pas mal du tout. Je me suis planté, je viens de vérifier l'image. C'est en fait l'aine d'un dragon stellaire au elfe lors du grand rituel pour canaliser l'énergie du chaos dans le monde qui fut. Un dragon au elfe. Alors là par contre je ne saurais pas ce que ça voudrait dire dans AOS parce que l'image était pour la roadmap d'AOS, donc à voir. Alors, beaucoup de gens pensent que ça va être les Flesh Eaters et sans information supplémentaire je pense que ce sera les Flesh Eaters. C'est peut-être pas pour tout de suite les Umbrenettes. Les fameux bâtards, et oui. C'est quoi cette manie avec les trucs multicolores? Ah ça ils aiment bien ce qui est flashy Akshi. Toutes les couleurs chaudes, le jaune un peu tapant, le rouge, le orange. Ils aiment bien, ils aiment bien que ça pète.
C'est un peu la mode action en somme. L'eau est multicolore, les montagnes sont multicolores, et là maintenant des araignées qui tissent des toiles arc-en-ciel. Tire corruption. Non, tire le capitalisme, voilà. Voilà pour les batailles. Maintenant nous avons la côte. Et la côte d'ailleurs, la Kota et Golvaria. Justement on en parlait il y a 2 secondes. Je vais les mettre un peu groupés parce que leur lore est plus ou moins connecté. Donc déjà pour la côte, Kota, c'est une région enneigée à Aqshy, ce qui est contre-intuitif, s'il en est. Mais le truc c'est que Aqshy étant Aqshy, le froid là-bas est mordant. Vous voyez un peu la brûlure du froid, la morsure du froid. C'est ça, mais sous stéroïdes, Kota. Vous allez vous... Ah, c'est quoi quand un de vos membres gèle et il est foutu? C'est le... Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est le quotidien à Kota. Ce qui a poussé d'ailleurs les tribus, c'est les fameux pirates qui ont attaqué la flotte Batari. Ce sont devenus des serviteurs de Nurgle, justement. Ce sont des noirs serments. C'est d'ailleurs, je les mentionne dans la vidéo sur du coup le nouveau lore des Slaves to Darkness de la V4. Du coup j'ai oublié le nom de cette tribu de noirs serments. Ils ont un nom un peu nordique, un peu viking. Ah, les Engelures, voilà, Engelures. Ah, ouais, je vais voir vite fait dans le livre. Une pause. Il est là, il est juste là le livre. Est-ce que quelqu'un va le dire dans 2 secondes dans le chat? Ah, attendez. Alors, il est où le livre? Slave to Darkness. Les... Ils sont où? Ah voilà, je les ai. Les Valraf, voilà. Je les ai. Donc les Valraf, ils sont du coup des tribus de Nord serment un peu vikings, qui a été corrompue par Nurgle. D'ailleurs, l'une des portes royaumes, la porte de la vigne, est une porte royaume qui mène à Giran, le royaume de la vie, d'où est probablement venue la corruption de Nurgle. D'ailleurs, je crois que maintenant cette porte au royaume mène directement au jardin de Nurgle. Je crois qu'elle a été corrompue, il me semble. Donc oui, c'est complètement corrompu du cul maintenant, Kota. Ces pirates ont longuement essayé d'envahir Golvari, alors du coup maintenant on va parler de Golvari. À la base, du coup les Golvariens qui ont tenté de saboter le commerce des Batari, c'est un empire de nécromanciens. Qui du coup étaient très certainement des serviteurs de Nagash. Donc c'était un empire entier de nécromanciens. Donc on pouvait s'imaginer un espèce d'empire qui profitait de la main d'œuvre un peu infinie de ces zombies, un peu de ces squelettes. C'est un peu notre mini Sylvanie à Aqshy. Et et ils ont fini par être repoussés, notamment à cause des Vitroliens qu'ils avaient engagés et des Vostars qui ont été engagés par les Batari. Ils ont dû une grande partie a fini par fuir à l'île des Ghouls. Et en plus de ça, durant l'âge du chaos, ils se sont aussi fait envahir par un prince démon, le prince démon Zaronax, qu'on surnomme le point de l'élu éternel, qui était un de ses lieutenants favoris, et qui possède maintenant le château de Pestedrak, qui est un peu sa place forte principale, dont la tête d'ailleurs serait celle d'un immense serpent ailé, dont la colonne vertébrale s'étend sur la cime de plusieurs montagnes autour. Donc je sais pas si c'est la créature du coup qui sur laquelle est construit
le château Pestodrak était affilié peut-être à Nagenra, le père des serpents, mais c'est possible. Et donc ce fameux prince Zaronax, il a fini par mater tout ce qui restait des Golvariens, et là vraiment tout le monde est parti à l'île des Ghouls, c'est tout ce qui restait. Et c'est lui qui a gardé le contrôle de Golvari durant une grande partie de l'âge du chaos. Récemment, avec le nécroséisme, les Golvariens des îles des Ghouls ont pu reprendre un peu les côtes nord de la Golvarie, parce qu'ils ont un peu eu le power boost du nécroséisme, et ils ont reconquis cette région. Donc ils ont pu un peu reprendre du poil de la bête durant cette période. Et en plus, en parallèle, du coup je parlais des pirates de Kota au nord-ouest, ils ont envoyé plusieurs incursions pour essayer aussi de conquérir la Golvarie. Et donc les Noirs Serments se sont fightés très souvent contre les forces de Zaronax. Donc c'est du chaos contre du chaos. Ça c'est limite plus courant que tout autre type de match-up. Ça, le chaos contre le chaos, c'est la base. Avec la destruction contre la destruction aussi. Donc ils ont longuement essayé de s'établir en Golvarie, parce que bon, Lakota, vous l'aurez compris, c'est le pire endroit. Les Bataris, c'est avant que les Bataris commencent un peu à reprendre leur région en engageant des mercenaires. Encore une fois, les Bataris, le Fouz, là à l'âge de Sigmar, les Bataris, ça je l'avais pas dit, ils ont commencé à reprendre leur terre en engageant des mercenaires pyrotures, énormément de mercenaires pyrotures. Ils ont reconquis tout leur pays à coups de mercenaires. C'est la base. Du coup, c'était même pas la peine pour Kota, et du coup, elle a commencé à essayer de conquérir la Golvarie, mais il se faisait sans cesse repousser par les forces de Zaronax. Et on peut le comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Kota, c'est Kota, en anglais c'est Kota, en français c'est côte. C'est le pire endroit où vivre. Même avec des malédictions de Norgol qui doivent les aider à survivre, c'est un des pires endroits. Sauf que récemment, il y a des Gitmobs, du coup des chevaucheurs de loups, qui ont commencé à ravager le territoire de Zaronax. Ils ont commencé à pulluler, à sortir de partout. Et on sait pas trop pourquoi ils sont là, mais apparemment ils chercheraient une porte au royaume. Et je pense très clairement, potentiellement c'est peut-être la bande de Drogs, du coup le Manche Soleil, le fameux héros nommé. Je pense que ça pourrait être eux, c'est pas garanti, mais ça pourrait être intéressant que ce soit eux, parce qu'on aurait un peu leur position géographique et on saurait un peu ce qu'ils font en ce moment, quoi. Mais on en sera peut-être sûr quand du coup le prochain BT qui sort, qui arrive avec les villes du ciel obscur, je serai un peu à l'affût d'ailleurs de cette info. Mais du coup, le Zaronax, même si bon c'est un prince du chaos et il a une armée assez puissante, apparemment il est en difficulté. Il y a vraiment suffisamment de Gitmobs, ils sont peut-être à mon avis, les gobelins, quand ils sont là, il y en a des millions. Donc il y a une bonne nuée de gobelins qui est venue lui casser les doigts. Et il commence à perdre du terrain, qui a permis aux pirates de Kota de commencer à s'établir en Golvarie. Ils peuvent souffler un peu. Ils ont marre de la neige, marre de l'hiver, et ils ont fini par un peu s'établir à Golvarie. Donc ce qui fait que Golvarie, c'est un théâtre assez intéressant. Vous avez des nécromanciens par là, vous avez des pirates qui arrivent par là, vous avez Zaronax qui se fait assiéger du coup par des gobelins qui arrivent aussi. Enfin, c'est le bordel la Golvarie. Donc ça pourrait être un théâtre assez intéressant à explorer dans le futur. Qui sait, peut-être un autre Path to Glory, ou nous verrons. Nous verrons dans le futur. Mais voilà un peu pour ce qui se passe à Golvarie. Alors, au niveau de la tier list, déjà Kota, ça va être du... hop, ça va aller là, hein. Corrompu du cul. Direct. Ensuite, Golvarie. Ouais, que ce soit en termes de
de corruption du chaos entre le prince du chaos, Zaronax, les serviteurs de Norgul Norserment des Valralf, et en plus de la corruption nécromantique, enfin voilà. Ouais, ça va être corrompu du cul aussi. Hein. Ils vont être groupés, ces là. Salut Pika Noir. Mais ouais, ça va aller directement là. Nous avons ensuite la Vitrolie. Alors on en a un peu parlé aussi jusqu'ici, qui a été du coup un peu lié. Donc Vitrolie, c'est les barbares en pagne, mais les barbares en pagne loyaux aux plus offrants. Parce que comme on l'a dit, les Golvariens les ont engagés pour emmerder les Batari. Et les Batari les ont rachetés, ils ont tout de suite retourné leur veste et ils ont attaqué les Golvariens. Donc ils sont pas très loyaux. C'est des barbares mercenaires. Cela dit, étrangement, ils sont aussi réputés pour un truc un peu particulier, qui m'a fait assez marrer quand je l'ai appris. Ils sont réputés pour leur chevelure extrêmement flamboyante. Magnifique. Genre, les couleurs de leur chevelure, de leur barbe, sont presque électriques. Genre, c'est de l'orange vif, quoi. Vous avez l'impression que leur barbe et leurs cheveux sont en feu. On dirait presque un brasier. À un tel point, et ça c'est officiel, hein, je dis pas de conneries, les pyrotueurs sont jaloux. Ils sont jaloux des couleurs flamboyantes de leur chevelure et de leur barbe. C'est excellent, je trouve. C'est en mode, oh, je suis jalouse, bitch. Ah non, mais, oh. Ils ont tellement des couleurs plus belles. Donc, ouais, voilà. Donc, ils ont aucune race, mais apparemment, ils sont magnifiques. Bon, ils sont, wow. Chevelure Sigvaltyr. Ouais, c'est un peu ça. Ils sont beaux. Ça un peu penser à. Comment il s'appelle le perso de Game of Thrones, ouais. We are kissed by fire. Il dit nous sommes embrassés par le feu parce qu'on est roux. C'est un peu ça, eux. J'ai oublié le nom. Tarmoun, j'ai oublié son nom. Mais ça me fait penser un peu à ça. Mais ouais, pour les Vitroliens. Autre truc, je vais grouper avec les Vitroliens, qui se trouvent dans la région un peu vitrolienne, dans la circonférence. Il y a Hallowheart. Je vais en parler aussi un peu d'Hallowheart. Oui, Hallowheart. Voilà, Hallowheart. Hallowheart, qui est une cité qui a été construite sur un énorme filon de Brespierre. Pour montrer, de quoi, là on a Hallowheart, qui est une des grandes cités Sigmar, et qui est peut-être une de mes cités préférées personnellement. J'aime beaucoup cette cité. Donc elle a été construite sur un filon de pierre de royaume, ce qui lui a valu une très grande richesse, et ce qui lui vaut aussi, comme on peut le voir d'ailleurs sur l'artwork, de pouvoir aussi se permettre d'engager des mercenaires pyrotueurs, encore une fois. Ils sont partout les pyrotueurs. Ils bouffent à tout leur atelier. La particularité, cela dit, d'Hallowheart, c'est qu'elle a été construite sur le domaine d'un Drake corrompu par Tzeentch. Ça, c'est pas connu du tout. Il essaie de pas trop fuiter cette information. Mais comme cet endroit qui a été couvé par ce Drake pendant très longtemps, ça a laissé des résidus. Quelque chose qui a muté légèrement la population qui vit à Hallowheart. C'est pas un point de créer des mutants chaotiques, mais à un point où certains individus ont des capacités innées assez uniques et particulières. Le genre de truc qui ferait froncer du sourcil un chasseur de sorcières. Genre il voit ça et en mode ça ira pour cette fois, mais on recommençait pas. Hein. Fais attention, hein, ça va mal se mettre. Hérétique au bûcher, quoi. Et ils ont. En fait, faut le voir comme des mutants. C'est la cité des X-Men. Si un jour, Game Workshop veut lancer un truc un peu à la X-Men, où vous avez des héros un peu mutants qui ont des capacités un peu uniques, ça va être à Hallowheart. Si vous voulez faire un personnage qui est un peu gimmick et qui a
je sais pas, une malchance presque mystique, ou au contraire une chance presque mystique, il viendra sûrement d'Alohart. C'est-à-dire que il y a toutes sortes de dons un peu innés qui peuvent être observés parmi la population de Alohart. Certains vont pouvoir produire des petites flammes à volonté. Alors que c'est pas des mages, ils peuvent allumer une petite flamèche et s'allumer une cigarette, allumer un feu tranquille en claquant des doigts. Il y en a qui vont avoir des petits pouvoirs comme ça mineurs. Certains vont dissiper presque spontanément la magie. Alors, un sort va être envoyé près d'eux, ou sur eux ou près d'eux, et il va, dans sa proximité, d'un coup, se dissiper. Voilà, vous allez. Certains ont des petits dons de préscience. Ils vont pouvoir voir, je sais pas, peut-être une seconde à l'avance, un truc qui va se passer. Il y a plein de trucs un peu chelous que les habitants d'Alohart semblent pouvoir faire comme ça. Et c'est pour ça que je trouve que ça apporte tellement de potentiel que c'est pour ça que c'est une de mes cités préférées. Mais ça fait aussi que la présence de ces individus suspicieux, dirons-nous, fait qu'il y a beaucoup d'éternels qui ont été envoyés là-bas justement pour surveiller que ça ne se... qu'il n'y ait pas plus de choses curieuses, trop curieuses, au-delà des simples petits tours de passe-passe qui se manifestent, quoi. Parce que en même temps, des gens qui peuvent faire des phénomènes magiques sans apprendre de la magie, ça veut aussi dire que des fois, il y a des petits accidents. Ils contrôlent pas forcément leur capacité, quoi. C'est un peu inné, quoi. Donc, ça fait que, il me semble que c'est Lost des... Alors, je sais plus si c'est les Chevaliers Excelsior, du coup, Lost en armure blanche, ou les Celestial Vindicator, Lost en armure bleue. C'est un des deux, il me semble. Parce que de base, il me semble, Alohart a été nommé en référence aux chevaliers sanctifiés, les Hallowed Knights, qui étaient les premiers éternels à être là. Mais quand les cas de mutation ont commencé à être de plus en plus fréquents, là, un autre host d'éternel de l'orage a été envoyé. Et il me semble que c'est les chevaliers Excelsior, du coup Lost en armure blanche, qui est un peu Lost de Répurgator, quoi. C'est vraiment Lost des éternels extrêmement froids, et qui sont là pour purger toute forme de corruption, quelle qu'elle soit. Donc, on peut voir souvent des seigneurs véritants de cet host dans les mines d'Alohart, parce qu'ils sont constamment un peu derrière les mineurs, en train de regarder derrière leur épaule en mode ok, celui-là, il n'y a pas de tentacules. Attention quand même. Ouais. Ils sont prudents, quoi. Ils sont les gars d'Alohart sont très surveillés. D'ailleurs, la cité a une forme assez particulière. C'est vraiment une cité à plusieurs étages. C'est une cité tour qui s'élève un peu en hauteur et qui continue très profondément aussi, vu qu'il y a beaucoup de mines en dessous. Et ouais, franchement, c'est une cité que j'aime beaucoup personnellement. Les plus roux des roux, c'est ça. Mais le Drake est toujours là ou il est mort? Il est mort. Il a été abattu justement par les Hallowed Knights, il me semble justement. Donc il a été éliminé, mais comme je l'ai dit, du fait qu'il a un peu couvé, c'est un peu comme ça fait penser un peu à la malédiction de Smaug aussi dans le Hobbit, où comme il est resté longtemps, il y a quelque chose qui a un peu englobé l'endroit, quoi. Bonsoir Louis. Lost des crimes de guerre. Ouais, c'est un peu ça. Les Chevaliers Excelsior, c'est bon. Ils sont pas aussi vénères que les Celestial Vindicator, où eux, c'est vraiment Lost, limite. Ils sont à ça d'être corneux. Heureusement que c'est des éternels parce que. Voilà. Mais donc là où les Celestial Vindicator, c'est des gros bourrins qui sont tout le temps énervés, les Chevaliers Excelsior, c'est Lost très froid. On suit la loi, on suit les règles, il n'y a pas d'exception. Voilà, c'est le dieu roi a dit qu'on purge la cité, on purge la cité, quoi. On pose pas de questions. Voilà, ça c'est les chevaliers Excelsior. Autre particularité d'Alohart, du coup il y a aussi un ordre de pyromanciens qui est connu sous le nom de la cour du feu blanc. Cette cour du coup de la collégiale, cette cour du coup de mage de la collégiale,
a une grande influence sur la cité d'Alhart et de son conclave. D'ailleurs, je dirais même qu'ils sont majoritaires sur le conclave, donc autant dire que ils gouvernent la cité. D'ailleurs, les mages du coup d'Alhart, certains ont justement des mutations un peu dues à Alhart, donc ils ont aussi des mages assez doués naturellement. Ils auraient découvert des secrets issus des connaissances agloraxiennes en trouvant des artefacts qui restaient de l'Empire. D'ailleurs, les Alhart se situent vraiment pas loin des ruines d'Armencia justement, où beaucoup d'artefacts sont tombés, et du coup probablement aussi dans la région où se trouve Alhart, et ils ont trouvé ces fameux artefacts d'anciennes connaissances qui leur ont peut-être aussi permis d'être un peu plus puissants. Ces mages ont aussi ils sont presque un peu équivalents aux mages de Lumnos, quoi, aux mages aspiriens. Ce qui est pas mal du tout, quoi. On va dire. Donc, Vitrolia. Vitroli. C'est pas. C'est-à-dire que c'est pas complètement corrompu du cul non plus. Même si, bon, Alhart, c'est à la limite d'être un peu corrompu quand même. De par la présence un peu des Vitroliens, des barbares en pagne, et de la légère un peu corruption ambiguë d'Alhart, je vais les mettre en... tac. On va mettre... tac. Barbare en pagne sur 20. Ils vont être ici. Voilà. Ça va être pas mal. Ensuite, nous avons l'Aridian. Donc la région d'Aridia, qui se trouve au nord du mont Vostargi, ici. La particularité de cette région est que c'est la terre natale de Korgus Kul. Voilà, c'est là que le fléau d'Akshi est né. Le fameux seigneur de Khorne, qui a d'ailleurs ouvert la voie aux serviteurs de Khorne, à Akshi, était à la base originaire d'une région d'Aridia. Ou Aridie, en français ils disent Aridien, Aridienne, on va dire, voilà. Alors là, avant de parler un peu plus plus tard, on parlera un peu plus de ce qu'a fait Korgus Kul par rapport à certaines choses. Notamment, il a créé ce magnifique endroit qui s'appelle l'œil, dont on va parler un peu après. Mais déjà par rapport à la culture aridienne. Alors, au niveau des Aridiens, ils sont réputés pour leurs armes qu'ils ont créées à partir de pierres volcaniques, à partir d'obsidienne, qu'ils récoltaient au pied du mont Vostargi. Donc ils sont très reconnaissables par rapport à leurs armes d'obsidienne. Du fait que Kul venait d'une des tribus aridiennes, une grande partie des tribus aridiennes ont justement rejoint le chaos. Cela dit, certains n'ont pas rejoint le chaos et ont trouvé asile au mont Vostargi. Du coup, il y a des humains aridiens qui vivent au mont Vostargi, qui ont trouvé asile auprès des Vostarg. Ils ont d'ailleurs adopté beaucoup des traditions Vostarg. Leurs guerriers peuvent être maintenant à l'âge de Sigmar, on peut les voir on peut voir qu'ils portent sur leur peau des tatouages, des runes, des pyrotueurs. Ils peuvent pas porter du or, attention, il n'y a que les pyrotueurs et les magmadros qui peuvent porter des runes du or, mais ils ont se sont un peu imprégnés de la culture Khazalide, et du coup c'est des humains qui portent des runes naines. Et je trouve ça sympa. Imaginez un peu des humains un peu barbares couverts de runes Khazalides qui se battent avec des armes d'obsidienne. C'est sympa. Moi j'aimerais bien voir une bande de guerre, peut-être une bande pour Warcry aridienne, ou peut-être dans le livre du coup des peuples d'Akshi dont je parlais tout à l'heure, un genre de Dogs of War, où on aurait du coup ces fameux
barbares aridiens, ces humains khazalides un peu qui ont pris la culture khazalide. Je trouve ça assez sympa. Donc j'aimerais bien voir un personnage issu de ces peuples, du coup des Aridiens qui ont rejoint les Vostarg. Donc autre point intéressant de la région d'Aridia, c'est la chaîne adamantine. On peut voir tout là. On parle d'ailleurs, on en a beaucoup parlé. Pardon. On en a beaucoup parlé dans les croisades et au fort. C'est la chaîne de montagne qui sert un peu maintenant de frontière avec la Rogne. C'est un peu une ligne défensive naturelle contre les Skaven. Il y a beaucoup de loges de pyrotures qui vivent dans la chaîne adamantine et qui d'ailleurs ont prêté allégeance à la loge des Vostarg et au père des ruines Baal Grimnir. Donc c'est beaucoup de loges vassales aux Vostarg qui vivent là. Et il y a une petite cité, là comment on dit, cité d'Achut. Ici ce symbole c'est la cité d'Achut. Ça s'appelle l'anathème de la forge. Et nous avons une cité de Dordain du Chaos aussi dans la chaîne adamantine, dont on ne sait pour l'instant pas grand chose. On sait juste que du coup ils servent le père des ténèbres, du coup le titre d'Achut. Donc d'ailleurs depuis la sortie de Soulbound d'il y a plusieurs années, on savait déjà qu'il y avait des Dordains du Chaos par là quoi. Ça fait des années que les Dordains du Chaos arrivent quoi. Donc c'est aussi assez intéressant à le noter ça. La chaîne adamantine s'étend aussi jusqu'en Capillary, on en parlera un peu plus notamment avec le garde-braise. Mais voilà déjà un peu pour la région aridienne. Alors la région aridienne, maintenant, hop, elle a été pas mal corrompue. Du coup, notamment par Korgoskul et vu qu'une grande majeure partie des tribus aridiennes ont rejoint le chaos, j'ai envie de dire corrompu du cul, mais après une partie a quand même résisté et est partie du côté des Vostarg. Et une grande partie de la chaîne adamantine est peuplée par des Vostarg. Donc j'ai envie de dire, c'est pas complètement corrompu du cul, donc on va les mettre en barbare en pagne, aridiens. Ça me semble pas mal. La soupe est prête, je reviens après manger. La suite sera en rediff pour moi. Merci d'être patient en tout cas. C'est vrai que ça fait déjà 2 soirs qu'on y est. Bon, à mon avis, on a encore une petite demi-heure, une petite heure peut-être, on aura bientôt fini, je pense. Alors, c'est un symbole nain du chaos au-dessus de l'anathème de la forge, on dirait un taureau, non? Bah oui, justement, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est du coup une cité d'Achut. Il y a aussi une cité d'Achut dont on connaît la position à Shaish, le royaume de la mort, et aussi à Shamon, le royaume du métal. Donc, ouais, il y a des avant-postes d'Achut un peu partout déjà. Enfin, un peu partout. Donc on connaît certains lieux. C'est cool ça comme idée. Ouais, pour les Aridiens, ce serait, ouais, je trouve que ce serait sympa. Bonne soirée Jérémy. D'ailleurs c'est Aridia où il y a des chevaux carnivores. Possible. Après il y a plein de... en vrai il y a plein de... Les chevaliers du chaos notamment ils ont plein de chevaux carnivores. Après des chevaux corrompus du coup. Mais des chevaux natifs de la région c'est possible. Ça me dit rien mais c'est possible. Donc ensuite, ah oui, je voulais montrer un peu une petite image du mont Vostarg, du coup qui est un peu la capitale de la loge des Vostarg, qui se trouve aussi techniquement entre Aridia et Capillaria. C'est un peu limite sa propre région, j'ai envie de dire. C'est un peu sa propre région, c'est vrai. Peut-être à ajouter un peu les Vostarg d'ailleurs. Allez, je vais peut-être... Oups. C'est ça que je voulais faire. Où est-ce que je peux rajouter sans que ça... Ah, voilà. Peut-être rajouter les Vostarg. Il est où?
cherche l'image, voilà. On va mettre les Vostars. Les Vostars, je les mettrais peut-être en ici, du coup le tier B. Je l'ai mis pour le tier civilisation, voilà. Vous êtes un peu mieux que des barbares en pagne. Bon, je sais que les pirates sont techniquement des barbares en pagne, mais... Donc c'est vrai que c'est un peu loupé. Mais... c'est pas juste des barbares, quoi. Voilà. Ils forgent des trucs, ils ont des cités bien foutues, ils vivent pas dans des tentes. Je considère que même si c'est des barbares en pagne, techniquement, ils sont un peu plus développés. Voilà. Chacun sa philosophie, on va dire. Mais voilà, je mettrai là. Ensuite, nous avons Capillaria. Oula. Donc, je vais faire le ravage de cool d'abord, tiens, avant Capillaria. Le ravage de cool. Alors. Je cherche l'image. Voilà. Le ravage de cool, alors comme son nom l'indique, ça a été le fief de Korgoskul pendant une grande partie de l'âge du chaos. C'était notamment le territoire de c'est là que les premiers éternels ont frappé au tout début du coup de l'âge de Sigmar, pendant la guerre des portes. C'est là où les premiers éternels ont été envoyés au combat. Donc c'est là où il y a eu la première attaque menée par Vandus Mamarto. C'est là que s'est passé en fait la toute première boîte de l'âge de Sigmar. C'est dans cette région que les batailles se sont passées justement. Donc la péninsule de Soufre, donc dans cette région près du fort Ignis, c'est là que les premiers éternels ont été envoyés au combat et qu'ils ont foutu un peu le boxon dans les plans de Korgoskul pour devenir prince démon. Ça a un peu retardé son ascension, mais qui s'est finalement faite récemment justement à la fin des croisades d'Eofor. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que non loin de Ravage de Cool, sur la terre de Vanx, d'autres raiders, on va grouper de toute façon je pense le Ravage de Cool et Vanx parce que un peu comme côté Golvariel, c'est un peu lié. Ce sont d'autres raiders pirates barbares, pareil qui faisaient des raids, qui allaient voler un peu partout par là, qui se massacraient entre eux. Les bons vikings un peu primitifs, on va dire. Et ce sont eux, non Korgoskul, qui vont engager un peu le début. Attendez, je crois que vous ne voyez pas, du coup, vous n'avez peut-être pas vu Vanx. Attendez. Je vais peut-être le montrer. Attends, est-ce qu'on le voit comme ça? C'est la terre de Vanx qu'on voit ici, du coup, au sud-ouest. Et en fait, ce sont les barbares de cette région, à l'ouest, qui vont organiser ce qui s'appelle le festin rouge aux îles de Clavis, donc plus à l'est du Ravage de Cool, sur ce qui est du coup, ce qui représente d'ailleurs le symbole d'Akshi, la clé des secrets. Donc ce qui est intéressant, c'est que chaque royaume a un peu des formations géologiques, des terres qui vont prendre la forme justement du symbole de chaque royaume, qui vont un peu se matérialiser dans la réalité. Et c'était du coup le cas des îles Clavis. C'était un lieu très chargé un peu dans la magie d'Akshi justement, de par sa forme et ce qu'elle symbolisait. Et du coup les Vanx vont organiser un grand festin rouge où ils vont inviter tous les champions de toutes les cultures un peu barbares, donc les champions vitroiens, aridiens, capillariens, peut-être même des guerriers de Kota, bref, tous les barbares, ils les ont invités pour faire un grand festival, le Festin Rouge, pour déterminer qui était un peu le plus grand de leurs champions, un peu pour essayer d'unifier les tribus du Vastaride et de voir qui était le plus grand de tous leurs champions. Et c'est là que notre bon Korgoskul
qui à l'époque s'appelait, il me semble, Atoll Cool, si je dis pas de bêtises, Atoll... Je crois que c'était son ancien nom. Et c'est là que justement Corgo Skull entre en scène. Durant ce fameux festin rouge, il va tuer 888 champions. Et bon, 8 pour ceux qui reconnaîtront, c'est le chiffre qui symbolise un peu, qui est lié à Korn justement. Et du coup, ce bon chiffre bien rond de massacre va plaire à Korn et un peu faire une sorte de rituel qui va permettre l'ouverture d'un portail au centre du coup du cercle des îles de Clavis, qui va briser d'ailleurs les îles, qui va provoquer un cataclysme qui va briser les îles de Clavis et ouvrir un portail qui s'appelle l'œil, qui va être un portail qui mène directement au royaume de Korn et qui va permettre à ces légions de démons de pénétrer à Aqshy. Donc c'est Corgo Skull qui, de par ses actes, va permettre justement aux démons d'entrer dans Aqshy. Par la suite, il va prêter serment à Korn et il va lui promettre de conquérir le Vastarith pour lui. En échange de quoi, bien sûr, il deviendra prince démon. Donc il n'est pas devenu prince démon tout de suite, mais il a reçu quand même une bénédiction qui l'a rendu, qui lui a permis de vivre plusieurs siècles. Parce que du coup, ça s'est passé au moins 600 ans avant le début de l'âge de Sigmar. Donc il a vécu depuis, qu'on va dire, Corgo Skull. Mais c'est là que ça s'est fait. Donc Vanx et Ravage de Cool, ça va aller... ouais, ils vont être ensemble en corrompus du cul, quoi. Je vais même envie de dire c'est les plus corrompus du cul. Mais ils sont en dernier dans le sens où c'est les pires, quoi. Voilà, ça va être là. Hop. Donc le Ravage de Cool. Ah oui, aussi quand même, il y a un autre truc qui se trouve non loin du Ravage de Cool, c'est la cité de l'œil de la tempête. Et du coup, une cité qu'on peut voir ici, Tempest Eye, qui a justement été établie pour surveiller que le Ravage de Cool, que les barbares du Ravage de Cool, pour surveiller en fait justement les mouvements de troupes potentiels. Et s'ils venaient un peu à réunir une nouvelle armée pour des routes vers le nord, vers Amerul Aksha, l'œil de la tempête, c'est un peu là pour surveiller, on va dire, que le mal ne se relève pas ici, quoi. Que le chaos ne se relève pas ici, plutôt. Et... je suis un peu perdu, là, cerveau. L'œil de la tempête est, du coup, établi sur une très haute montagne, et avec beaucoup comment dire, de points d'observation, de machines un peu justement pour observer les étoiles. Ils ont beaucoup un peu de machines pour voir très très loin. Aussi bien, ils ont des télescopes, aussi bien pour voir à plusieurs kilomètres autour, sur les terres autour de l'œil de la tempête, justement pour surveiller les mouvements de troupes, mais aussi pour observer les étoiles. Ils ont beaucoup d'astromanciens qui sont très réputés et qui leur permettent aussi de voir un peu aussi bien physiquement que aussi bien physiquement autour de la cité qu'un peu dans le futur. Ils ont un peu ce petit côté, on voit tout. L'œil de la tempête, c'est on voit tout. Je trouve aussi intéressant d'ailleurs que l'œil de la tempête a un peu, c'est là ce bâtiment, il y a une pagode, une pagoda un peu en style asiatique. Et ça a amené beaucoup de gens à se demander si la culture cathéienne avait survécu d'une façon ou d'une autre. À la même manière que la culture un peu de l'Empire, de l'Ancien Empire, a survécu à travers Sigmar. Il a ramené un peu le style de l'Empire du Vieux Monde. C'est pour ça qu'on pouvait voir un peu au début de l'âge de Sigmar des soldats de l'Empire un peu dans les guildes libres, tout simplement. Avec le même style que les soldats de l'Empire. Et du coup, certains se demandaient si la culture cathéienne n'avait pas survécu d'une façon ou d'une autre et était peut-être un peu établie à l'œil de la tempête.
Peut-être un des dragons catéens qui aurait survécu, qui sait. Peut-être que quand les catés va arriver, on pourrait avoir des infos de ce côté-là dans OS, qui sait. Bon, après, c'est juste un bâtiment, c'est beaucoup de suppositions pour juste un bâtiment, mais c'est pas écarté selon moi. Je bois un petit coup. Restez hydraté. Hop. Donc voilà. Donc somme toute, hop, dans la tier list, je mettrai Alohart en civilisation aussi. Voilà, c'est juste que le reste, à part Alohart, le ravage de Kul est complètement corrompu, quoi. C'est la marée de sang, du coup, la horde de Korgoth Kul a complètement a tué tellement de gens que la surface entière du ravage de Kul était rouge de sang, quoi. On avait l'impression d'être au milieu d'un océan de sang. On marchait où qu'on allait, tout était recouvert d'un liquide rouge dû à la corruption de Khorne, justement. Donc ouais, c'est bien corrompu du cul. Ensuite, Capillaria. Nous arrivons du coup à Capillaria. Alors, la région qu'on peut voir un peu à l'est d'Amerol, Aksha. Et c'est là où s'est passée une grande partie de la croisade Éofor d'Amerol Aksha, justement. D'ailleurs, si on a rien... Ah oui. 8, c'est pas lié à Elrith 8 royaumes. Non, le 8, Elrith 8 royaumes, c'est lié aux 8 royaumes, justement. Les 8 royaumes mortels. Mais le fait qu'il y ait 8 royaumes mortels, il me semble que ça a été mentionné que ça rend Khorne un peu plus fort, justement. Comme rituellement, un peu symboliquement, ce symbole renforce l'influence de Khorne. Le fait qu'il y ait 8 royaumes, ça le rend peut-être, oui, effectivement, ça a peut-être une influence. Ça aide peut-être son influence. Elrith, le champion de Khorne. Mais non, même pas vrai d'abord. Ce sont des calomnies. Je réfute toute allégation quant à mon affiliation avec ces barbares cannibales. Après, je peux comprendre que quand il n'y a rien à manger, non, je ne cautionne pas, mais je comprends. Voilà. Mais voilà. Après, c'est pas déconnant de se dire que les âmes des fils et des filles de l'empereur ont survécu. Après tout, c'était quasi des dieux. J'irais même plus loin que pas forcément les âmes, mais qu'ils aient tout simplement survécu physiquement, qu'ils soient toujours vivants. Parce que au tout début du coup du monde de Battle, avant même que les anciens arrivent et apportent la vie dans le monde de Battle, créent une atmosphère, etc., les dragons, ils vivaient littéralement sur un caillou qui flottait au milieu des vides. Et dans certains artworks, on peut voir les dragons sur des astéroïdes, notamment sur l'image où on voit justement Dracossion venir en aide à Sigmar. On voit aussi d'autres dracs qui semblent pouvoir se déplacer dans le vide éthérique. Donc il y a une petite théorie comme quoi les dragons pourraient littéralement se déplacer dans l'espace. Ça expliquerait pourquoi il y a justement des dragons un peu partout, aussi bien dans le vieux monde que dans les royaumes mortels. Donc il y a, ça se trouve, les dragons de Cathay, quand c'était sur le point de péter, ils ont pu littéralement s'envoler et se barrer. Ils ont peut-être évité la destruction du vieux monde et sont enfuis dans le vide éthérique comme on peut le faire justement les séraphons aussi. C'est possible. Peut-être pas après tous les enfants dragons, mais peut-être l'empereur et l'impératrice, c'est peut-être possible de Cathay. On verra dans le futur. Cathay, on n'a pas encore beaucoup de lore, mais franchement, je pense que je vais m'y intéresser au lore de Cathay. C'est vraiment une faction qui pourrait être intéressante. Et surtout, ça peut aussi montrer la vraie variété de l'architecture de Cité de Sigmar. Ouais, c'est sûr. Donc tout ça, c'est parti d'une pagode. Mais
Mais c'est curieux, voilà. Une pagode qui a un style architectural très particulier, quoi. Donc Capillaria, donc les tribus capillariennes, rien à voir avec les cheveux. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver dans mon spectacle à 18h tous les mercredis soirs. Donc ces tribus étaient rivales avec les tribus aridiennes. Et ça depuis même avant que Sigmar arrive pour foutre de l'ordre dans tout ça. C'est un peu les rivaux millénaires, quoi. D'ailleurs, cette tribu, le destin veut que Vandus Mamarto soit issu d'une tribu capillarienne. Et donc le fait que Vandus vient d'une tribu capillarienne et que Korgoth Kul vient d'une tribu aridienne, c'est assez ironique. C'est un peu que, avant même que le chaos était là, c'était un peu les ennemis jurés, millénaires. D'ailleurs, les capillariens étaient des forgerons émérites. Ils avaient même des leaders qui s'appelaient les forgerons prophètes et qui semblaient pouvoir voir l'avenir un peu dans les flammes de leur forge. Et quand Sigmar est arrivé à Aqshy, parce que Sigmar c'est un peu au début de l'âge des mythes, avant de réunir tout le Panthéon, il s'est un peu baladé partout dans les rues mortelles. Et il a apporté un peu l'ordre et la civilisation parmi les tribus primitives, quoi. Et quand Sigmar est arrivé dans cette région, les mortels ont commencé à le vénérer et chaque tribu cherchait un peu à obtenir ses faveurs. Et les Aridiens et les Capillariens étaient parmi les tribus majeures, on va dire, de ces régions, et se sont un peu disputés la faveur de Sigmar. Et Sigmar a fini par choisir les Capillariens au-dessus des autres. Il leur a dit ouais, c'est des bons gars. C'était pas du tout parce qu'ils avaient un marteau et que lui il aime bien les marteaux. Non, Sigmar serait jamais. C'est un dieu, voyons. Il serait jamais assez immature pour juste préférer des gens parce qu'ils ont des marteaux. Ça dit, il a jamais vraiment expliqué pourquoi il les préférait. Donc c'est sans doute parce qu'ils avaient des marteaux au final. Mais voilà. Donc c'est les tribus capillariennes. Oui, donc du coup, une grande partie des croisades des forces se sont passées ici, entre Amerolaksha et Bristreve. La croisade a fait face à des Orruks justement qui pullulent un peu autour d'Amerol parce qu'ils cherchent justement à reprendre la bouche de Mork, la porte au royaume. Bristreve, c'est là où ils ont dû faire face à Trog, le roi Trogoth. Ils ont dû ensuite continuer, ils se sont fait interpeller par des corneux près de la mer de sang. Justement, ça aussi, c'est une mer qui a été corrompue par Korgoth Kul. Plus à l'est encore, ensuite, ils ont dû faire face à des vampires, notamment qui étaient menés par la chef des Avengorii, comment elle s'appelle? Je suis fatigué là. Ouf. Comment s'appelle la chef des Avengorii? Lokavai, voilà, Lokavai, la mère des cauchemars, ça m'est revenu. Bref, tout le chemin était vraiment curse du début à la fin. Ils ont fini par arriver à Gare de Brest, du coup à l'est de Capillaria. Et au final, ils sont encore fait attaquer par des Nighthaunt. Ils ont passé encore à ça de complètement échouer la croisade, de voir tout le monde mourir. Genre, vraiment, la croisade est au fort d'un moment la chasse. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes. C'était une des plus grandes croisades qui a été jamais envoyée par la cité de Sigmar. Peut-être même des dizaines de milliers de personnes. Et une fois qu'ils étaient arrivés là, bon, il restait plus grand monde. Genre, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont mortes sur la route, quoi. Et même ensuite, après ça, ils sont fait attaquer par des corneux, par Korgoth Kul. C'est là que Vandus Ameren est intervenu, que Korgoth Kul a tué Gabriel sur Hart et qu'il est devenu prince démon. Et à ce moment-là, en plus, c'est là qu'il y a eu l'explosion de la rogne. Bref, Gare de Brest a jamais eu aucune chance.
Donc Capillary, ça va être corrompu du cul aussi. Voilà. En résumé, c'est ça. Ensuite, il y a le plateau de Balaflamme, donc sur lequel se trouve Amerol Aksha, et Dassa d'ailleurs aussi, Anvalor, les ruines d'Aramentia. Il y a plein d'endroits intéressants, Vendium d'ailleurs aussi. Alors, hop, Vendium, déjà, Vendium, la cité qui se trouve à l'ouest d'Amerol Aksha, c'est une cité assez intéressante, parce que c'est du coup une forteresse qui a été nommée après du coup Vendus Hammerend, une cité qui a été établie par les marteaux de Sigmar et du coup notamment la troupe de Vendus. Et la particularité de cette forteresse, c'est qu'elle renferme une porte au royaume qui mène vers Azir. C'est du coup la porte d'Azir qui a été rouverte pour permettre aux renforts venus du royaume des cieux de venir à Aqshy. Et c'est là, il se trouve du coup une porte au royaume qui mène vers Azir, à Vendium. Je parle un peu plus en détail d'ailleurs justement de l'ouverture de cette porte, il me semble, dans la vidéo sur la guerre des portes au royaume. On en mentionne un peu plus de détails, mais voilà déjà Vendium. Ensuite, il y a Amerol, la cité jumelle. Ici, donc, Amerol. J'ai longuement parlé plusieurs fois sur la chaîne. On a d'ailleurs une petite carte d'Amerol. C'est vraiment une cité immense. Là, vous pouvez voir aux lignes. Voilà, la cité continue encore plus loin. Vous pouvez voir un peu. C'est vraiment une mégalopole avec peut-être des millions d'habitants qui se trouvent à Amerol, quoi. Et c'est une cité qui se trouve, qui a été bâtie, je sais pas si c'était une bonne idée, mais ça a été bâti sur une faille volcanique. Vous pouvez voir qu'il traverse toute la cité. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a plein de commerçants, du coup, Caradron, Batari aussi, qui volent un peu au-dessus de cette faille, qui sert un peu de périph', de route commerciale principale. Et au bord, du coup, des falaises, vous avez des docks qui viennent un peu charger les différentes marchandises. Des vaisseaux flottants de marchands qui viennent affluer à la faille. Et au centre, vous avez Stormreef Remgate, la porte de la faille. C'est là où se trouve justement la porte au royaume qu'on peut voir ici et ici. C'est là que trône du coup la porte au royaume qui mène vers Giran, le royaume de la vie, et qui donne un peu, qui vient apporter le surnom à Amerol de cité jumelle. On a aussi une autre petite carte là, ouais, là. La carte, il y a le quartier de Cinderfall, ici qu'on voit d'un peu plus près, c'est le quartier qui est ici, qui est aussi un quartier qui est mentionné dans les Croisades des Hauts-Forts, parce qu'il y a aussi le nom d'une bande qui s'appelle le nom des Sauveurs de Cinderfall, qui est la bande de Calice et Tôle. C'est justement aussi dans cette zone que Calice et Tôle tentent d'endiguer la propagation de la malédiction des Manchères qui cherchait à déverser le sang d'Ushoran dans les réserves d'eau de la ville. C'est un peu dans cette région, dans cette zone que ça s'est passé aussi. Et là on peut voir un peu les docks avec les vaisseaux Caradron d'ailleurs, ici aussi. C'est assez sympa. Il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui se passent souvent à Amerol, donc c'est une cité qui est qui est assez récurrente, quoi, qu'on voit souvent. Donc voilà. Les Chaudrons, il me semble que le quartier industriel. Pyromancer Tor, il me semble, c'est là que vous avez les mages, le quartier des pyromanciens. Vous voyez quelques noms, je reconnais par-ci par-là. Mais voilà pour Amerol. Ensuite, en ce qui concerne les autres cités, hop. Ici vous avez Edassa au nord, qui est une cité pas forcément de Sigmar, c'était une cité de natifs d'Aqshy, qui est assez intéressante. De par les descriptions qu'on a de la cité, on dirait une cité un peu Moyen-Orient qui se trouve au milieu d'un désert. Il y a
la cité est connue un peu pour sa garde de guerrières qui porteraient des peaux de lions noirs qui sont des bêtes endémiques de la région. J'ai un peu pensé d'ailleurs aux lions blancs de Thrace, des Wells de l'ancien monde, quoi. Une petite référence, j'ai l'impression. Et donc oui, c'est principalement une cité de natifs d'Akshi. À gauche de le Prismatico, c'était dans cette région que se trouvaient justement les armes de destruction massive des Agloraxiens qui ont été perdues depuis. Symboliquement, il y a ça ici. Mais oui, si ce truc venait à être retrouvé, voilà, il y a des gens qui pourraient commencer à balancer des nukes un peu partout, donc c'est dangereux, quoi. Il y a Amvalor aussi, qui est une autre cité de Sigmar un peu frontalière, qui a été perdue et reprise à plusieurs fois. C'est un peu la cité qui est un peu la poisse. Mais que bon, voilà. Il me semble d'ailleurs que cette cité a un jeu de plateau. Il y a un jeu de plateau d'Amvalor, qui est un genre de jeu de gestion où vous jouez différentes factions pour garder le contrôle de la ville. Je n'ai jamais joué, mais honnêtement, peut-être un de ces quatre, je sais pas, faudrait que je vois. Du coup, il y a un jeu de plateau d'Amvalor, voilà. Jeu de société. Et on a ensuite les ruines d'Aramentia, c'est là où s'est écrasée la capitale des Agloraxiens que Khorne a rage-quit. Du coup, c'est là que se trouvent énormément d'artefacts et de savoirs perdus de l'Empire Agloraxien qui est extrêmement avancé, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est là aussi où se trouvent les seigneurs de la ruine d'Aramentia, qui sont une légion du chaos qui est fidèle à Archaon. Et qui est devenue très, très puissante justement en accumulant des artefacts agloraxiens. Puis serait somme toute une faction où je sais pas des. Intéressant peut-être d'avoir un perso nommé de cet endroit. Ou faut voir. Intéressant de les voir. Donc voilà pour le plateau de Balaflamme. Du coup, Flamescar plateau de Balaflamme. Qui est somme toute le plateau de Balaflamme, qui est majoritairement quand même une vaste terre aride, mais avec des petites cités par-ci par-là. Donc, somme toute, je vais la mettre quand même en civilisation, le plateau. On a Edassa, on a Amvalor, on a Amerol, etc. Donc, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que j'avais pas parlé d'Anvilgard quand je parlais de Golvaria. D'Anvilgard qui était vraiment pas loin. Maintenant que j'y pense. Donc Anvilgard qui est maintenant Arcouron. On en a pas mal parlé du coup dans les événements, dans les vidéos sur les Broken Realms. Et dans la vidéo sur... j'avais fait une vidéo spécifiquement d'ailleurs sur Anvilgard aussi, où j'avais un peu plus détaillé les différents quartiers de la région. De la cité, pardon. Cité d'ailleurs, Anvilgard, qui a eu un supplément sur Soulbarn aussi, qu'on pourrait peut-être avoir en français dans le futur aussi. Il détaille grandement la cité. Et il y a d'ailleurs même en fait toute une campagne dessus. Et il y a aussi un plot, on va dire un autre supplément qui est sorti pour justement si vous voulez jouer la prise durant l'événement justement de la prise d'Anvilgard par Morathi, et où justement vous essayez de participer un peu à la résistance lors de cette période. D'ailleurs il y a des ententes magnifiques sur Anvilgard. D'ailleurs cette entente justement que j'ai utilisée pour la miniature, ça c'est le port d'Anvilgard. On peut voir pas mal notamment de vaisseaux justement de corsaires, de elfes justement, qui peuplent beaucoup, qui peuplaient beaucoup Anvilgard et qui peuplent d'ailleurs toujours Anvilgard, car ils ont rejoint la guerre civile qui a fomenté Morathi. Enfin, une partie en tout cas a rejoint. Je m'en mets les pinceaux, désolé. Mais bref, il y avait beaucoup d'elfes qui vivaient à Anvilgard, beaucoup d'elfes qu'on associerait aux elfes noirs anciennement. Il y avait des corsaires elfes, des chevaliers de l'ordre Serpentis et des sorcières des couvents noirs qui formaient une sorte de triade un peu criminelle
qui contrôlaient Envilgarde dans l'ombre et qui ont joué un grand rôle justement dans sa chute quand Morathi a lancé une guerre civile et a pris le contrôle de la cité après son ascension en tant que déesse. Magnifique en tout cas l'artwork de... Là on peut voir le Nexus noir. Du coup c'était anciennement la citadelle des enclumes de la Dunhammer qui ont participé à fonder la cité en libérant le territoire. Il y a des portes au royaume cachées en Envilgarde, mais là pareil je vais pas trop m'étendre là-dessus, c'est des rumeurs un peu officiellement, des rumeurs parmi c'était des rumeurs plutôt à l'époque d'Envilgarde parmi les habitants de la ville. Et justement, il y a un plot autour de ça dans la campagne sur Envilgarde. La particularité aussi qu'on peut voir autour d'Envilgarde, c'est cette brume verte. Ça, c'est dû au fait que la côte des vents brûlants, en fait, tous les contours d'Envilgarde Envilgarde était entouré par une jungle qui était un peu insufflée de la magie d'Akshi, qui semblait brûler et repousser extrêmement rapidement en l'espace de quelques jours, ce qui menaçait constamment de recouvrir la cité de flore, d'arbres et de lianes. Et pourquoi en fait les habitants d'Envilgarde avaient développé un défoliant qu'ils relâchaient partout en fait, qui du coup toute cette brume verte, c'est de l'herbicide littéralement, que la population respirait d'ailleurs, et qui donnait un peu cette ambiance un peu lugubre en Envilgarde. Donc pareil, Envilgarde, maintenant je dirais que c'est toujours civilisation. Ça va être par là, je pense, Envilgarde aussi, civilisation clairement. Mais maintenant ça appartient à Morathi, au fils de Kain. Ensuite, nous avons la rogne. Alors la rogne, du coup qui a été là vous avez un avant après la rogne. Vous voyez là le petit côté droit. Et ben ouf, plus de côté droit. Il y a quelque chose à la place. Ce qui explique pourquoi les régions à l'est du Vastarid étaient pas tellement développées, un peu moins développées, parce que et ça des années avant que la rogne soit lancée, que la V4 avec la V4. Donc ça laisse penser que même à l'époque ils savaient que ça arrivait quoi. Du coup ils se sont dit ça va être fumé, ça va être littéralement atomisé, donc bon. Ça explique pourquoi on savait pas trop de choses sur les régions de l'Est, quoi. Ceci explique cela, quoi. Donc là, un petit artwork de la Malruine. Donc oui, ça explique pourquoi ça laisse. Donc la Malruine, j'en ai un peu parlé, notamment justement à la fin des Croisades Éophores avec le nouveau lore V4. Donc ce sont les nouvelles terres un peu que les Skaven ont créées en affaiblissant la toile géomantique d'Akshi et en permettant à leur cité, du coup qui était dans une autre dimension entre les royaumes mortels et les royaumes du chaos, de sortir et de déformer un peu Akshi, pas même un peu, c'est complètement éventrer le continent est du Vastarid et qui a créé un cataclysme pour les mortels, qui appellent ça presque le deuxième âge du chaos, quoi. Parmi les régions notables, il y a la couronne de l'enfer, notamment qu'on voit justement dans le trailer de la V4. C'est la cité justement qu'on voit, on voit la fameuse explosion que j'ai montré tout à l'heure. C'est là où s'est passé du coup le fameux combat où il y a eu d'ailleurs un événement où les joueurs pouvaient dire qui gagnait pour savoir si la couronne tombait du côté des Skaven ou du côté de l'Ordre, quoi. Malgré aussi, c'est assez... ça a un rôle assez important dans la campagne du coup de Past Glory du Pour la Gloire de la Côte Ravagée qui est sortie récemment. C'est-à-dire que je ferai sans doute sur la chaîne prochainement. Et j'en parlerai peut-être plus en détail justement à ce moment-là. Et vraiment, entre la rogne et la chaîne d'Amantine, c'est vraiment la ligne de front entre les défenseurs d'Akshi et les Skaven. C'est là-bas d'ailleurs qu'ont été envoyés des forces d'Hammerhall
Énormément de marteaux de Sigmar sont justement à la chaîne d'Adamantine, commandé par Bastien Cartalos, du coup le seigneur commandant de l'host des marteaux de Sigmar. Et c'est vraiment là qu'il y a une ligne de front, quoi. Là on voit justement plein de batailles qui se font avec les marteaux croisés. Le forge-pont, les ponts de terre, l'infer-pont, etc. Tous ces passages, le brûle-pont, c'est des goulots d'étranglement où se passe la majorité des batailles. Parce que justement, la rogne horde des Skaven, elle a besoin de passer par la terre. Ils sont tellement nombreux que c'est impossible pour les Skaven de créer des vaisseaux, des bateaux, etc. pour tous les Skaven qui sont dans la rogne. Et du coup, ils essaient de passer par ces fameux passages de terre qui, pour l'instant, semblent tenir. La défense des Axiens semble tenir et les Skaven n'ont pas encore réussi à s'étendre au-delà de la chaîne d'Adamantine pour l'instant. Il y a même par exemple les noirs serments du Tison, du coup les noirs serments de Gunnar Brand, même eux au pic neigeux qu'on voit ici combattent les Skaven. Donc il y a vraiment c'est la mêlée générale quoi cette région là. Il y a différentes cités par-ci par-là, par exemple Grouipus. Il me semble que c'est une cité qui a été établie par le clan Pestilence, le port Mulder, on indique par le port Mulder. Veilt, il me semble que c'est une cité qui a été établie par le clan Skrir, si je dis pas de bêtises, je ne me souviens plus exactement de chaque cité, mais chaque grand clan a un peu établi son petit avant-poste quoi, pas petit. On a chaque avant-poste à plusieurs millions de Skaven, mais voilà, c'est petit par rapport aux Skaven. Il y a aussi la Verminerie, qui est un peu la capitale de la rogne, où se trouve la majeure partie des forces de la rogne Ordre, qui est un peu une nouvelle un peu sous-faction, entre guillemets, où sont unis tous les clans. C'est d'ailleurs là que se trouve la Sorceniche, la grande cathédrale de Vizcourt, le grand prophète du Gracornu, l'espèce de pape de la région du Gracornu. Et c'est cet endroit qui permet un peu l'unification des Skaven un peu dans la foi du Gracornu. D'ailleurs, on voit aussi ici dans le paysage qu'il y a le sceau un peu du Gracornu qui marque le relief de la rogne quoi. Un peu comme justement là on a le symbole Akshi, on a le symbole du Gracornu qui s'est imprégné dans le paysage quoi. Donc la rogne, sans grande surprise, ça va être un peu corrompu du cul, hein, voilà. Il y a beaucoup de régions corrompues, hein, je vous l'accorde, là ça commence à faire beaucoup, comparé aux autres. Mais surtout Akshi, ça a été un des royaumes qui a le plus morflé. Oups, hop, voilà. On arrive maintenant à la dernière partie. La partie des lunes et des sous-royaumes d'Akshi. Donc par rapport aux lunes, il y a 3 lunes à Akshi. Il y a Evigain, la première étincelle. Il y a Takia, le cœur de feu. On n'a pas trop d'informations, on sait juste qu'ils sont ils orbitent autour d'Akshi. Et on a l'orbe Infernia, justement ce qu'on peut voir ici. Hop. Qui est une lune qui possède d'ailleurs une porte au royaume. Il y a une porte au royaume qui permet d'accéder aux lunes. D'ailleurs, il y a sûrement des portes au royaume qui permettent d'accéder à peu près à toutes les lunes des royaumes mortels. Donc, il y a ce côté un peu spatial dans AOS des fois. Qui était une lune qui a... Attends, je vérifie mes notes là. Un petit trou de mémoire. Qui était autrefois un royaume céleste prospère. Du coup, à la base, il y avait une culture qui prospérait justement sur la Lune. Ils n'avaient pas trop d'embrouilles, il y avait personne qui pouvait vraiment venir les embêter. Ils avaient juste à tenir leur porte. Ils étaient tranquilles. C'était un peu la Suisse. Et elle a cependant été envahie par les forces du chaos. Et
Archaon, quand il a conquis, il a offert les différentes régions à 4 princes démons. 4 puissants princes démons qui s'appelaient les tétrarques. Et Archaon l'a joué un peu fine, il a offert une partie de la lune de l'orbe Infernia à chaque démon du chaos pour justement qu'ils se foutent sur la gueule entre eux et qu'ils le gênent pas trop parce qu'ils avaient quand même une certaine influence au sein des forces du chaos. Donc il s'est dit, moi je vais leur offrir ces territoires, comme ça ils vont s'occuper entre eux, quoi, voilà. Et depuis, en fait, l'orbe Infernia, c'est littéralement un champ de bataille pour les démons du chaos constamment. C'est limite devenu un peu une extension des royaumes du chaos. C'est pareil, dans les royaumes du chaos, les légions de démons s'affrontent constamment. Bah, c'est pareil sur l'orbe Infernia. Il se trouve aussi, il me semble, au centre, sur Nugatoria. Ça, c'est la région qui a été offerte du coup prince démon de Norgul. Il y avait un prince démon de Norgul, un prince démon de Khorne et un prince démon de Tzinch, un prince démon de Serge. Il y a un prince démon de chaque dieu majeur. Et Archaon a justement fait en sorte qu'ils se battent constamment. Et il y a une petite région centrale, elle, qui est contrôlée par un seigneur Slann qui s'appelle Xen Fantica et qui veille secrètement à empêcher que un prince du chaos ne prenne trop le dessus sur les autres. Il est vraiment là pour à chaque fois briser un peu tout avantage possible pour l'un des princes des démons du chaos pour qu'il soit bloqué sur l'orbe Infernia et qui ne finissent pas par orienter leur légion vers les royaumes mortels, quoi. Donc c'est un peu il y a un peu des méga armées où on est content qu'ils se battent entre eux et qu'ils se focusent pas sur les royaumes mortels, quoi. Il y a un gros danger en fait sur l'orbe Infernia qui se trouve autour d'Akshi. Souvenir. Peut-être trouver s'il n'y a pas les noms des princes démons. Je sens que je les avais notés. Non, j'ai oublié. Désolé, j'ai oublié. Il me semble aussi, oui, plus tard, à l'âge de Sigmar, donc ça c'était pendant l'âge du chaos, plus tard, à l'âge de Sigmar, Korgoth School finit par envahir l'orbe Infernia. Et il me semble, il s'établit un peu ici pendant une partie de l'âge de Sigmar, en gros. Et il finit par revenir plus tard durant les croisades Éofor. Donc voilà un peu pour ce qui se passe à l'orbe Infernia. Donc c'est ce fameux... Aussi, il y a d'autres sous-royaumes. Donc là, on voit l'orbe Infernia. Je le trouve un peu au-dessus. Le truc avec Aqshy, c'est qu'il y a d'autres régions autres que le Vastaride. On appelle ces différents sous-royaumes les mondes de feu, les Flame Worlds. Là, par exemple, on voit d'ailleurs aussi Flameheart, qui est une autre lune d'Aqshy qui gravite un peu autour. Ça, c'est une très ancienne image qui était justement du tout début de l'âge de Sigmar. On avait un peu exploré cette région, ces différents sous-royaumes. Là, on a justement Ignax qui a été enchaîné justement durant le tout début de l'âge des mythes par Grimnir. Depuis, elle a été libérée durant les événements des guerres des portes. Archaon a essayé de la contrôler, etc. Enfin, il s'est passé pas mal de choses. Mais Ignax, du coup, le deuxième soleil d'Aqshy, c'est elle. On le voit là. Les Ashlands, c'est un autre sous-royaume, en gros une portion de terre flottante qui se trouve un peu plus loin. En gros, c'est pas le même sous-royaume d'où se trouve le Vastaride dont on vient de présenter les régions. Il s'est passé pas mal de choses aussi dans cette région durant les guerres des portes. Depuis, on parle plus trop de cette région. C'est notamment là que Valkia, qu'il s'est passé des choses avec Valkia, etc. durant la guerre des portes. Enfin, il s'est passé pas mal de choses là aussi. Mais voilà un peu pour présenter brièvement les sous-royaumes et les lunes d'Aqshy. Elles vont aller en corrompu du cul aussi. Et nous voilà un peu à la fin des différentes régions d'Aqshy.
c'est que les valeurs capillariennes étaient proches des siennes, alors les Aridiens étaient trop sanguinaires et brutaux. Oui aussi, c'est vrai qu'il y avait un peu ce côté... c'est vrai que effectivement les Aridiens, c'est pas étonnant qu'ils ont fini par se faire corrompre par Khorne. De ce point de vue là, effectivement. Le Seigneur... vie sponsorisée par Monsanto. C'est quoi ça? Explosion de ouf que ça fait. Ah, pour le Prismaticos que je parlais tout à l'heure. Bobilos, le roi des mouches. Skinkate, le prince démon de Khorne. Ah, c'est pas les noms des régions, ça? Parce que Bobilos aussi, c'est le nom du région de Khorne. Le nom de la région de Nurgle. Ah, les noms des régions, c'est peut-être tout simplement les noms des princes démons, effectivement. Ça fait beaucoup de trucs corrompus, peut-être. Ah oui, les Aqshy est sans doute l'un des royaumes qui est le plus morflé lors de l'âge du chaos, très clairement. Sintrissal, pour exemple. Ministra, prince démon de Sanesh, ok. Mais voilà donc pour la tier list. J'espère que vous aurez un peu aimé ce dessous des cartes d'Aqshy. Moi, mes régions préférées, c'est sans doute aspiré à Evatar. Hein. Clairement, c'est pas pour rien qu'ils sont un peu au-dessus. Et comme je vous le dis, je sais pas, un petit Battle Tome Aqshien Dogs of War où on aurait des figurines de ces différentes cultures. Ce serait sympa. Après, je pense que si Game Workshop commence à faire des Battle Tomes sur les régions des royaumes, sur les peuples des régions des royaumes, ce sera vraiment après que toutes les factions qu'on attend soient sorties. Bien après, peut-être même. Genre, les Dordains du Chaos, les Umbranettes, la sous-faction de Tyrion parmi les Luminettes. Voilà. Une fois que tous ceux qu'on attend sont sortis, c'est là que je pense qu'ils vont commencer à sortir des trucs un peu plus exotiques, un peu plus uniques à Aqshy. Et les aspirants et les Batari, je pense que c'est des bons candidats personnellement. Donc ouais. Carrément ouais. Mais ouais, bah, je suis content que ça vous ait plu. En tout cas, c'était très sympa. N'hésitez pas à me dire quelle aura été votre région préférée et pourquoi. Dans les commentaires aussi, si vous voulez suggérer des héros qui pourraient justement être qui pourraient avoir leur figurine dans le futur, n'hésitez pas à les mettre du coup dans les commentaires de la diffusion YouTube. Comme ça, je vais peut-être les ajouter dans la prochaine tier list. Alors, ce sera pas pour le prochain live. Comme j'ai dit avant le live sur les héros qui mériteraient une figurine. Donc comme par exemple, d'ailleurs pour donner des exemples des héros qui mériteraient une figurine, j'avais fait une petite liste justement. J'ai commencé à faire une petite liste. Tac. Il y avait Issila Torian, la maréchale du coup de la croisade Éofor d'Amerolgira, qui a été un peu transformée en Sylvanès, on sait pas trop. Elle, c'est sûr que je pense qu'elle sera elle sortira soit pour les cités de Sigmar, soit pour les Sylvanettes, très clairement. Ensuite, il y a Baltas Harun, un éternel de la chambre des enclumes de l'Edenhammer, qui est très présent dans le livre Soul Wars, et je pense que j'ai dit plusieurs fois déjà, mais c'est Balthazar Gelt, qui est devenu un éternel qui pourrait être sympa d'avoir en figurine. Il y a Hamilcar aussi, qui a eu son propre épisode dans Hammer Bolter. Donc pareil, lui aussi, c'est un éternel de la chambre des Astrad Templars, du coup les éternels chasseurs de bêtes, qui est assez atypique comme éternel, c'est un peu le Jack Sparrow des éternels, il est assez marrant. Et pareil, lui, ce serait génial qu'il ait sa propre figurine. Évidemment, parmi les dieux qui n'ont pas encore des dieux du Panthéon de l'Or qui n'ont pas encore la figurine, il y a Sigmar, il y a Malerion, il y a Tyrion. Pareil, eux, ils mériteraient aussi d'avoir. Ils auront sans doute une figue, mais je les mettrai aussi dans la tier list. La fille de Ballet de Grimnir, du coup, c'est ça aussi. Il y
il y a très peu de figurines nommées chez les Pyrotueurs. Et il y a entre autres Belgrimnir, qui ce serait sympa d'avoir le père des runes de la loge de Vastarg en figurine. Mais il parle, à chaque fois qu'on parle en fait de Belgrimnir, il parle aussi de la fille de Belgrimnir. Donc c'est peut-être elle aussi une héroïne nommée qu'on pourrait voir dans le futur. Clairement, vu les mentions qu'elle a eues, ce serait aussi une héroïne qui mériterait d'avoir sa figurine. Il y a aussi Selemnis, une figurine que j'aimerais bien voir parmi les Nighthaunt, et la dame d'argent, ou la vierge d'argent de Silver Maiden, qui est d'ailleurs liée au sort persistant des épées vives argent. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo sur Shaman, le royaume du métal. Il y a aussi une personnage très intéressante. Alors je parlerai plus en détail durant le live de la tier list des héros. Et voilà, donc si vous avez des personnages intéressants, des héros que vous avez vu nommés dans les livres de bataille ou dans des livres de la Black Library, et vous vous dites tiens, ce serait bien qu'ils aient une figurine, mentionnez-les aussi dans la description, dans les commentaires de la diffusion de ce live. Mais comme je vous dis, ce sera du coup pas le prochain live, cette tier list, ce sera le live d'après. Le prochain live, c'est sur les musiques qui ont été créées pour l'événement que je parlais au début de la vidéo. Donc l'événement pour créer des musiques sur AOS. Vous aurez une chance de gagner, je le répète, une Spearhead. Donc pour l'instant il y a 20 participants, donc les chances sont grandes quand même de gagner une petite Spearhead, la petite Spearhead de votre choix. C'est pas rien quand même, donc si vous voulez participer, je vous dirige vers la vidéo sur les Las Vegas Open. À la fin de la vidéo, du coup je vous explique plus en détail l'événement, comment participer à l'événement. Vous aurez une chance de gagner une petite Spearhead. Merci pour la soirée, merci d'être passé Louis, j'espère que ça t'a plu, que ça vous a plu à tous. Golvari, Empire de Nécromancien. Ouais, ça pourrait être sympa aussi d'avoir un peu plus d'infos sur eux. Région qui m'inspire d'ailleurs beaucoup pour des parties sous borne avec des personnages affiliés à la mort. Justement, dans l'une des aventures de la campagne d'Orvilgard, il y a une aventure où on va justement s'aventurer dans les terres golvariennes. Après, je n'en dirai pas plus. Mais... Enfin, voilà. Ma foi, c'était un live très sympathique. J'espère que vous l'aurez apprécié. Et dimanche prochain, je vais peut-être vous être sur le live d'un autre créateur de contenu. Pareil, je ferai des annonces, que soyez à l'affût. Je l'annoncerai sur les posts du coup comme j'ai dit tout à l'heure, de l'onglet communauté de la chaîne, et je l'annoncerai aussi sans doute sur le Discord de la chaîne. Voilà, j'ai très théâtre. Et voilà, il y a plein de choses qui sont en préparation. Donc, commentez, likez, partagez, la petite cloche, tout ça. Soutenez la chaîne du mieux que vous pouvez si vous aimez ce que je fais. Et moi, je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Ah, Nightdust. Merci pour le live, j'ai appris plein de trucs, bonne soirée. Très drôle aussi, ouais, il y a des points, il y a des points morts. Bon voilà. Allez, je vous dis bonne soirée tout le monde, bisous bisous.